Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que tout le monde va bien. On est le 10 juillet 2018 et c'est la dernière émission de cette saison d'Acropolis pour les questions d'actualité au gouvernement. À l'Assemblée nationale, à la fin de la semaine, on va prendre des vacances bien méritées et on vous retrouvera en septembre. Salut Sylvain, la régie, ça va? Salut Jean, ça va et toi? Mais écoute, ça va très très bien, content. On précise des vacances d'antenne, hein, parce qu'on va quand même bosser Ah, à nous, préparer la saison prochaine. on va continuer à bosser sur Acropolis, mais il n'y aura plus de stream à partir de la fin de la saison. Donc voilà, c'est parfait, c'est nickel Sylvain, j'ai tout ce qu'il faut. Donc bienvenue à vous, Guten salam alaikum, salut alaikum salam, salilo. Bonjour à tous, bienvenue. T'es soit très bronzé, soit très sombre. Je suis très sombre, alors en fait on a une light qui a cramé. Voilà, physiquement, il y a eu de la fumée. Du coup, si je fais l'état des forces, Ça va un petit peu mieux, je viens de te remettre un peu de lumière. merci, je suis magnifique. Là, on a cette light qui marche encore, c'est la seule rescapée du kit de 2. Là, on a ce panneau LED là, qui est le seul qui n'a pas cramé des deux panneaux LED. Là, on a une vieille light à moi qui n'a pas encore cramé. Et là, on a une light qu'on a empruntée à une boîte de prod. On est sur une harmonisation Voilà. totale de la lumière. Après, le clavier, là, au niveau du clavier, donc c'est pété là derrière, le petit truc là. Donc le clavier, il est à plat. Je viens de changer le pied de l'écran là parce qu'il était pété. Hier, on était obligé de mettre du scotch, du gaffer pour le tenir. Bon, voilà quoi. On est sur une fin de saison. On est sur une fin de saison. Tout le monde est fatigué. Le matériel est fatigué. Le stagiaire est fatigué. Le stagiaire est fatigué. On est tous fatigués. Salut Raphaël. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre, c'est un mec dark. Ouais, exactement. Si, il y a ta tasse qui est en pleine forme. Ma tasse est en pleine forme. Regardez-moi cette tasse. D'une qualité exceptionnelle. La tasse Jupiter finalement. La tasse Jupiter, qui m'a bien servi hier pendant le commentaire du congrès. J'espère que ça vous a plu pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là hier pour le congrès. J'annule mon Tipeee. Ah bah non. Ceci est un teaser pour le prochain vide-grenier d'Acropolis. Absolument. Tiens, vous voyez, regardez, j'ai encore le tournevis là qui m'a permis de monter l'écran. Bref, du coup, cette émission est assez mal préparée, mais elle est préparée quand même. Elle est préparée quand même, et j'en profite pour remercier Amy, Kylian, ainsi que Adrien qui ont préparé cette émission. Voilà. Voilà. Quoi vous dire? Comment ça va, vous? Remplacer tout ce matériel complètement fichu. Bah, t'es marrant, le stick, avec quel argent? Ouais, c'était cool. C'était cool le congrès hier. Enfin, c'était cool. Pour un congrès. C'était cool. Qu'est-ce que vous en avez pensé après 24 heures pour souffler et pour respirer un petit peu? Ça reprend quand les QAG? Ça va reprendre début ou mi-septembre, je crois? À mon avis, pas avant mi-septembre, mais nous, on sait pas quand est-ce qu'on reprendra l'antenne. Certainement au début des QAG, mais. Mais on sait pas encore. On vous tiendra au courant, Bien sûr. mais voilà. Pourrait-on avoir la feuille pour Jean préparée par des bénévoles comme la semaine dernière? Tout à fait, Max Palu, ne quitte pas. Regarde, je vais te la passer. Alors attention à ce que tu vas partager comme Ouais, lien. t'inquiète. Hop, C'est pas que je ne te fasse pas confiance, mais voilà. Je vous partage le lien. si tu me le partages, je peux le mettre dans la commande directement, Alors je vais faire ça. qui va bien. Ne quitte pas. Hop. Voilà, Kylian t'a coupé l'herbe sur le pied. Ah, super Kylian. Alors que je voulais faire le streamer qui maîtrise un peu l'ordinatique. C'était long et au final on n'a pas appris grand chose. C'est vrai que c'était long. Ça a duré 1 h 30 quand même, hein. Le discours d'Emmanuel Macron, ça a quand même duré 1 h 30. Et non, bah, on a quand même eu Emmanuel Macron qui a tenu à appuyer sur comment dire, les sujets sur lesquels les Français le jugent sévèrement, c'est-à-dire la protection sociale. Sur l'international, il marque plutôt des points, donc il n'en a pas parlé, très peu. Il n'a pas parlé de la guerre commerciale, il a très peu parlé de la zone, du budget de la zone euro. Enfin, il a vraiment été très light. Il a très peu parlé de sécurité aussi. Même s'il a quand même parlé de la sécurité du quotidien, etc. Il a quand même dit des choses sur l'égalité, etc. Il n'a pas parlé de sécurité, pas plus que ça. Non, il a longtemps appuyé sur sa définition à lui de la protection sociale. Il a rendu hommage à la sécurité sociale en disant que c'était un modèle extrêmement riche qui a permis beaucoup de choses, mais qui était dépassé selon lui et qu'il fallait ouvrir une protection sociale du 21e siècle. Il y a un certain nombre d'articles qui ont été écrits assez intéressants pour détailler ça. Le modèle de la protection sociale payée par l'impôt et non pas payée par les cotisations, ce qui est assez intéressant. Donc voilà. Pas mal de fumée, le discours macroniste.
De fumer, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'était un discours qui était enrobé, des phrases très longues, très compliquées. Alors, on sait qu'Emmanuel Macron est un amateur de littérature et de sa prof de lettres, mais non, ça c'est de la merde. Non, non, on sait que c'est un amateur de belles lettres et c'est vrai que son discours était complet, quoi. Ça change des discours de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, qui dans des styles très différents, enfin voilà, savaient quand même faire des phrases relativement courtes. C'est quand même des hommes des hommes politiques qui ont beaucoup été inspirés par la télévision, par la pensée un peu plus raccourcie, en tout cas simplifiée pour être exprimée le plus clairement possible. Emmanuel Macron, lui, il n'hésite pas à faire des phrases dans lesquelles il met beaucoup de concepts compliqués les uns derrière les autres, quoi. Ce qui rend le truc un peu indigeste, lyrique, effectivement. Donc voilà. Macron qui veut un amendement pour se la jouer Premier ministre, effectivement, ça fait partie des rares annonces qu'a fait Emmanuel Macron. Il a demandé à ce que le gouvernement dépose un amendement au projet de réforme constitutionnelle qui arrive en examen dans l'hémicycle en première lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et c'est un amendement qui permettra de rendre possible le fait que le président de la République reste physiquement présent avec les congressistes, avec les parlementaires pour les prochains congrès et qu'il puisse répondre à leurs interpellations. J'ai trouvé ça un peu con que la France Insoumise soit pas venue, c'est quand même des députés, c'est un peu quand même leur boulot, non? Bah effectivement, ça fait partie des critiques adressées aux députés qui ont boycotté ce congrès, ouais. Virer la protection sociale, envoyer les chômeurs travailler à mi-temps pour arrêter les feignasses et devenir moins pauvres. Alors non, il y a pas virer la protection sociale, il y a changer les structures de la protection sociale, mieux l'individualiser et la financer différemment. Et rajouter d'ailleurs dans la protection sociale, et il l'a dit, c'est le défi du 21e siècle, la dépendance, la question de la dépendance, les personnes âgées, la perte d'autonomie, etc. Ça, aujourd'hui, c'est pas financé ce truc-là. Comment qu'on fait pour financer les EHPAD? Comment qu'on fait pour financer les aides à domicile qui vont s'occuper de nos vieux qui vont être de plus en plus nombreux, et que c'est nous qu'on va payer? C'est du Macron, c'est très lyrique ce genre d'exercice, et pas là pour faire des annonces, donc objectivement, les objectifs sont remplis. Ouais, je sais pas exactement quel objectif Macron se fixait pour cet exercice. J'ai trouvé qu'il courait beaucoup après l'électorat de droite. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Parce que pourtant, l'électorat de droite, tu lui parles de protection sociale, c'est pas trop son délire en général. Tu lui parles de, ouais, tu lui parles de prospérité économique éventuellement. On en a pas mal parlé hier soir sur le Discord d'Acropolis, sur Mm. lequel j'invite tout le monde à nous rejoindre. Ouais, venez sur le Discord d'Acropolis. C'était spontané comme publicité ou C'est un bel endroit. Ouais, ouais, non, ça faisait parfaitement. On a l'impression que c'était sincère. Ok. Est-ce que tu commenteras les questions au président, les QAP? Grave, le jour où il y en aura. On organisera les QAP. Il n'a pas eu le soutien des sénateurs UMP, donc la réforme de la Constitution, ça va être chaud. C'est pas UMP, c'est les Républicains. L'UMP n'existe plus. Enfin, ça a changé de nom. Et oui, effectivement, ça c'était intéressant, la réforme constitutionnelle. La réforme institutionnelle, on a vu Bruno Retailleau, le président des sénateurs les Républicains, qui était vénère. Et c'était très très bien l'intervention de Bruno Retailleau. C'était très clair, ça a duré seulement 10 minutes et on n'a pas bien compris qu'est-ce qu'il reprochait à cette réforme. En plus du fait que c'était très en colère. Donc voilà. Vive la vie, vive l'été. Salut Célan. Non mais je sais pas, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous attendiez plus de choses que ça de ce discours? Est-ce que non, après c'était un discours de président de la République, donc il a réaffirmé ses priorités qu'on connaissait déjà, la grande cause du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes. Excusez-moi, j'ai un coup de téléphone. Oui, allô maman? Allô maman? Salut, je suis en stream. Ouais, je suis en stream, je te rappelle. Bisous. Je t'embrasse. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Euh... Retailleau, c'était épique, zéro note, full impro, magnifique. Non, c'était vraiment chouette, Retailleau. J'aime beaucoup Retailleau. Hier, c'était du pur Manu, phrase bien tournée, forme super soignée, mais dans le fond, c'est toujours du Thatcher et de Medef. Hmm. Ah, maman, je suis à la télé. Bonjour Jean, bonjour maman de Jean. Elle te met même pas sur le stream, bah non, je suis triste. Elle travaille certainement. Je crois que mon père me regarde par contre en stream, mais il le dit pas. Bisous papa si tu me regardes. Je vais peut-être en surprendre, mais je pensais pas qu'il était aussi à droite dans la construction de pensée du président. Dans la construction. Qu'est-ce que tu entends par là, Céline? Explique-nous un peu. Explique-moi.
Ce qu'il a dit hier est intéressant, mais ça ne correspond en rien à la politique qu'il fait depuis un an. Qu'est-ce que t'entends par là, Erazor? Explique-moi. Qu'est-ce qui t'a surpris du coup? Qu'est-ce qui change entre ce qu'il a dit hier et la politique qu'il mène, d'après toi? À quand les questions d'actualité aux parents de Jean? Ah là là, des grands moments. En général, c'est ma maman qui me demande qu'est-ce qui s'est passé cette semaine quand je vais déjeuner chez elle le dimanche. Et tu lui réponds abonne-toi, mets la cloche. Ouais, abonne-toi. Ah bah écoute, je fais une chaîne YouTube, faut que tu regardes, maman. Ah non, j'ai pas le temps, raconte-moi. Du coup, je fais un petit bulletin d'infos, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Tu devrais le streamer. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oh, écoute, il y a 13 enfants thaïlandais qui ont été sauvés. Et ça, c'est important. Il y a la France qui a gagné la Coupe du Monde. L'actualité expliquée à tes parents. Donc voilà, j'ai trouvé une erreur dans le Framapad. Laurence Dumont n'est pas députée de La République En Marche, mais elle est députée Nouvelle Gauche. Ah ah! C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Question pour les gens de gauche, qui va au festival La Belle Rouge en Auvergne fin juillet? Je connais même pas ce festival. Non mais t'es pas de gauche non plus. Je pensais que le président était plus complexe dans sa vision politique, alors qu'au final je trouve qu'il avait juste un discours libéral de droite sans trop de nuances et de complexité justement. D'accord. D'accord, d'accord. Le mec sort le fond vert de son sac et l'installe dans la cuisine. Non. On parle de toi qui raconte l'actu à ta mère. Ah oui, dans la cuisine. Grave. La maman de Jean devrait regarder la matinale de Sylvain. Oui, oui, non, mais tout le monde devrait regarder la matinale de Sylvain le lundi matin. Enfin, il y en a plus maintenant, du coup. Faudra attendre septembre. Il y a des replays qui sont toujours disponibles. Ce que je n'apprécie pas, c'est que le congrès est diffusé à 15h un lundi. Pourquoi ne pas faire ça à un moment où les gens sont dispo pour le voir le soir ou le week-end? Parce que la vie politique se branle complètement de la disponibilité des citoyens. C'est pas le sujet. La vie politique, en tout cas traditionnelle en France, sous son format. Mais c'est pareil pour les questions d'actualité au gouvernement. Hein. Ça a lieu à 15h un mardi, un mercredi, et on s'étonne que personne ne regarde. Mais c'est parce que les gens, ils travaillent à cette heure-là. Pourtant, ils ont essayé de faire du chômage pour que les gens puissent regarder, mais ça suffit pas visiblement. Même pour un politique de discours général, j'ai trouvé un peu vague et manquant d'annonces concrètes. Ça dépend ce qu'on attend d'un discours pareil. Hein. La seule annonce très concrète qui a été faite, c'est que l'année prochaine, Macron écoutera et répondra aux parlementaires. Est-ce qu'il n'a pas annoncé autre chose? Bah si, il a annoncé que le plan pauvreté serait annoncé en septembre, mais ça on le savait déjà. Il a annoncé qu'il y avait des discussions en cours pour donner un cadre à l'islam dans le cadre du respect de la laïcité. Il a dit qu'il voulait donner le droit de vote aux personnes handicapées mais mentales. Curatelle, en curatelle, tutelle et curatelle, ouais. Effectivement, ouais. Mais c'était pas... Ouais. Je trouve qu'il a raté sa tentative de mea culpa. C'était quoi sa tentative de mea culpa, Kelly? En même temps, faut bien qu'il dorme aussi, les politiques ont le droit au week-end. Ah bah oui. Sur la sécu, il y a eu plus ou moins de l'annonce, mais ouais. Bah pareil, c'était pas vraiment des annonces dans le sens où on le savait déjà. Après, qu'est-ce qu'on attend comme annonce? On commence à le connaître, le programme d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il n'avait pas prévu de faire des annonces. Non, il avait bien prévenu qu'il ferait pas d'annonce. Dans son discours, j'ai trouvé que le social avait une place beaucoup plus importante qu'il ne le montre actuellement. Certes, on comprend que c'est pas sa priorité et que ça changera sans doute pas, mais il semble vouloir s'attaquer au problème en profondeur. Effectivement, Erazor, c'est vrai qu'il a beaucoup appuyé, comme je le disais au tout début, il a beaucoup appuyé sur le social dans ce congrès. Sur le social, sur la protection sociale et la mutation du modèle de protection sociale français. Il donnera un cadre pour le pastafarisme aussi, comment il sélectionnera les religions qu'il voudra encadrer. En fait, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que... comment dire? Les religions chrétiennes et les religions juives sont des religions qui sont relativement organisées d'un point de vue hiérarchique, ce qui n'est pas le cas de l'islam. Donc d'ailleurs ça fait plusieurs décennies qu'il y a une tentative d'organiser ce qu'on appelle un islam de France avec une représentation du culte, avec une organisation du culte musulman, ce qui ne porte pas pour autant atteinte au principe de laïcité, hein. C'est-à-dire que la laïcité ce n'est pas la méconnaissance du fait religieux lui-même. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que ce qui existe déjà avec le CFCM et tout, je ne sais pas. Petite question en sujet. En ce moment, je réfléchis beaucoup à un potentiel nouveau modèle sociétal basé sur la recherche d'un bon indicateur de développement humain et tout ce qui touche le bon vivre pour tous, au lieu de courir après la croissance économique difficilement atteignable et pas vraiment éco-friendly. Le problème, c'est que je vois mal comment remplacer et compenser toutes les suppressions d'emplois sur les secteurs propres au capitalisme et sur la consommation, le nucléaire, etc. Bah c'est intéressant, tu devrais écrire un bouquin ou un blog. Ça me va, qui vient de resub. Cool, merci beaucoup. Il nous manque 2 subs. 3 subs. Ah, c'est un resub. Il nous manque 3 subs pour atteindre le nouveau palier qui nous permettra de débloquer une nouvelle emote. Je compte sur vous.
Merci Sam et Sam va en tout cas. Euh, Salut Fanny. Salut Fanny. Non mais c'est intéressant. Comment réconcilier tout ça? Bah, c'est un modèle décroissant en fait dont tu parles. Modèle décroissant, c'est compliqué les modèles décroissants à financer, hein. Mais, euh, mais why not? Bah ouais, t'as un peu les modèles de revenus universels, ou revenus de base, appelle ça comme tu veux. Mais c'est intéressant en tout cas. Je trouve ça bien de vouloir un peu plus communiquer, mais là c'était 1 heure et demie, pour pas grand chose, le congrès exceptionnel devient une tribune vide. C'est vrai que c'est le risque, effectivement. Le stagiaire est en train d'avoir une promotion de canapé, absolument, absolument. Bah, il veut garder sa place, hein. Hmm. Oh mais il y a Samei, j'ai beaucoup aimé sa chaîne. Eh ben, bisous Samei. Le social a en effet une grande place dans son discours, mais la question sociale n'est pas que l'affaire de l'orientation politique. Le tout est de voir dans quelles orientations il en parle, et là c'est une vision bien plus individualiste et néolibérale. Vive la sécu aux US. Mais il n'a pas parlé de privatisation de la sécu, hein. Je vois pas ce qui vous fait dire que... Enfin le néolibéralisme après évidemment c'est un peu le concept fourre-tout dans lequel tu mets à peu près tout et n'importe quoi, y compris quand c'est pas néolibéral. C'est-à-dire il n'a pas parlé de privatisation de la sécu par exemple. Tu vois, il n'a pas dit que l'assurance chômage serait privatisée et que chacun cotiserait dans une caisse privée. Et que tu aurais des bonnes et des mauvaises caisses et que après c'est un peu petit bonheur là. Ah merci beaucoup Mektoub, merci pour ton abonnement, ça fait plaisir. Merci. Non, non, il a dit qu'il voulait financer différemment un modèle de protection sociale publique. En passant des cotisations à la CSG qui est beaucoup plus globale, par exemple. Exactement. En gros, pour faire simple, depuis 70 ans, on a une sécurité sociale qui est bâtie sur le modèle de la cotisation des travailleurs salariés. C'est les travailleurs qui cotisent sur leur salaire, c'est pour ça qu'il y a un salaire brut, un salaire net, etc., qui cotisent sur leur salaire pour des caisses de protection sociale qui les assurent contre le risque chômage, le risque maladie, le risque retraite et le risque accident du travail. Et ça, c'est un modèle qui fonctionne bien quand tu as une population qui est jeune, en bonne santé, et qui est dans des emplois, disons, stables, pas dans des carrières un peu plus fluides, etc. Aujourd'hui, on a une population qui est vieillissante, on a un modèle de salariat qui est en train d'évoluer, mais ça c'est le monde entier, c'est pas que la France, et on a des risques qui évoluent aussi. Et en plus, on a une pression à la compétitivité internationale qui fait que les charges sur les salaires, ça commence à prendre une ampleur non négligeable dans la capacité qu'ont les entreprises françaises à exporter et donc la balance commerciale du pays, etc. Donc, il y a un modèle qui se développe de plus en plus un peu partout en Europe. C'est un modèle un peu plus bismarckien de sécurité sociale qui consiste à faire moins reposer le financement de la protection sociale sur les cotisations sur les salaires et les faire davantage reposer sur l'impôt. Et la différence, et sur le financement par l'État, la différence entre les deux, c'est que l'impôt et le financement par l'État, il est assis sur plus de choses que seulement sur les travailleurs salariés. Il est assis sur la consommation, il est assis sur l'impôt sur le revenu, il peut être assis sur le capital, il peut être assis sur les transactions, il peut être assis sur l'immobilier, ça peut être assis sur plein de choses. En l'occurrence, la CSG, c'est sur le revenu. Et donc voilà. Et donc ça, c'est ce qu'Emmanuel Macron est en train de mettre en place. Je me suis abonné à Sardoche pour le remercier hier. Il hurlait sur une partie de Mario, il arrivait à rien. Mais ouais, il est cool Sardoche. Effectivement, j'ai regardé aussi un petit peu Mario rapidement. Beaucoup de monde hier, j'arrivais pas à suivre le chat. Ouais, il y avait plein de monde, c'était vraiment cool. Jean, question hors sujet, vous avez contacté les gens pour le déménagement de la semaine prochaine? Ou que je puisse bloquer la date? T'as répondu au questionnaire? J'ai pas vérifié. Effectivement, on déménage lundi prochain à Paris. Si vous êtes en Ile-de-France et que vous faites rien lundi prochain, bah venez passer une journée coolos avec nous. On va pas porter grand chose, hein, je vous rassure, en termes de poids. On va remplir un petit camion et on va emménager dans nos nouveaux locaux. Et ensuite, on vous paiera des bières. Donc venez, ça peut être sympa. Et pour ça, vous venez sur le Discord d'Acropolis. Il y a une petite annonce quelque part. Dans le salon annonce. Dans le salon annonce. Voilà. Excusez-moi, du coup, j'ai pas lu. Il y aura que 8 étages à monter à pied avec des canapés. Le libéralisme, c'est un État qui maîtrise l'économie en la cadrant. Le néolibéralisme, c'est de faire des lois pour que l'économie soit plus forte que les États, voire les supranationales. Ouais. Le néolibéralisme, c'est surtout justement un recul de l'État dans sa volonté d'encadrer, d'organiser, de réglementer, etc. Laisser faire le marché, quoi. C'est surtout qu'il n'y a pas d'échange avec le président. Je ne comprends pas trop l'intérêt de ce congrès, à part peut-être sur la sécurité ou ce type de sujet. Là, c'est une tribune du président et ses fans, les députés de son parti applaudissent pour un oui ou pour un non. Effectivement, ça fait partie des critiques qui sont adressées à ce type d'exercice. Après, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre moment dans l'histoire, dans les institutions de la République, il n'y a pas d'autre moment où le président peut s'adresser directement aux parlementaires. Donc voilà.
Mais du coup, tu dois être d'accord avec ce qu'a proposé Emmanuel Macron, c'est la possibilité pour lui de rester. Vu que je suis trotskiste, que je suis pour l'abolition de l'État, est-ce que je suis néolibéral du coup? Non. C'est une opération de com, il pourrait le faire depuis son bureau. Bah, une opération de com un lundi à 15h, pas top, hein. Je suis pas sûr que c'est une opération de com, c'est une opération politique, ça par contre, oui. Et c'est pas une opération de com. Opération de com, il a d'autres occasions d'en faire, hein. C'est pas, Si tu veux faire une opération de com, tu donnes une interview au journal de 20h. Voilà. Là, tu fais de la com. Là, tu parles à 10 millions de Français d'un coup. Bon. Ou sur Acropolis. Ou sur Acropolis, là, tu parles à 20 millions de Français d'un coup. Euh, mais. Non, je dirais pas que c'est de la communication. C'est clairement un temps politique, c'est une volonté de marquer le coup politiquement, pour parler aux parlementaires, pour donner des gages, pour rassurer certains, pour leur montrer un peu le cap où on va, mais c'est vraiment à destination des parlementaires, quoi. Est-ce qu'il y aura un camion avec moquette au déménagement? Oui. Est-ce que vous allez stream le déménagement? Non. On pourrait en plus. Hein. Sa phrase sur MeToo, c'était du foutage de gueule. J'ai pas bien compris ce qu'il a dit effectivement à ce moment-là. Il a dit la France était prête quand MeToo est arrivé. J'ai pas l'impression. Je me souviens plus. Si c'est de la com, c'était filmé et commenté. Alors non. Tout ce qui est filmé n'est pas de la com. Pas parce qu'il y a une caméra que c'est de la com. Parce que putain, sinon, en fait, on verrait de la com tout le temps, partout, tout le temps. Oh, on serait tous un média. Nous ne sommes que communication. C'est sûr que je trouve sa proposition intéressante. Le risque, c'est que ça part dans tous les sens. Ah ouais, le risque, c'est qu'il se fasse engueuler comme du poisson pourri par des gens qui sont contre lui. J'ai un peu peur que ça dure un peu longtemps si le président commence à répondre à chaque président de groupe. Non, il répondra pas à chacun individuellement. À mon avis, il fera une réponse globale à la fin. Pour moi, ce serait moins cher et aussi efficace de faire un live Twitch depuis l'Elysée. Grave. Moi, je suis grave chaud. L'Elysée, si tu nous regardes, quand tu veux, on fait un live Twitch depuis l'Elysée. Moins cher, je sais pas. Hein. Un live Twitch, ça coûte quand même 250 000 € à peu près. Enfin, sur Acropolis, vu la communauté. Mais... Ouais, vu la qualité de la communauté Acropolis, on est près de 250 000 €. De l'heure. Légalement sur le web, on n'est pas tous un média. Alors légalement, un média, ça n'existe pas. Donc oui, on est tous des émetteurs de données, de data, de tout ce que tu veux. C'est de la com, c'est la phrase à la mode. Ah bah oui, oui. Ah bah de toute façon, dès que le président respire, les opposants disent que c'est de la com. Il suffit qu'il aille serrer la main de quelqu'un en disant ah ouais, t'as vu, il est en train de se positionner pour essayer de récupérer l'électorat et tout. Non, 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 je voulais juste lui serrer la main. Le président ou l'opposition d'ailleurs. L'opposition pareil. Oui, c'est vrai. Un député de l'opposition qui fait un truc. Oh, t'as vu comment ils communiquent, comment ils essayent de faire leur beurre et tout. Une visite de l'Elysée avec le backpack Twitch. Grave. Il faudrait faire un live UAG Acropolis avec Macron comme invité. Mais grave. D'ailleurs, le 1,8K hier, c'était top, Acropolis Power. Merci Velnaya, ouais, c'était vraiment cool. Velnia. Ouais, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir. C'était vraiment cool, 1,8K, c'était top. Gros merci à vous. Merci à Sardoche, merci à MV. J'espère que leurs viewers, ça leur a plu. Est-ce que tu veux faire présenter des excuses par rapport à Pantoufle, éventuellement? Pantoufle, si tu me regardes, je tiens à dire que je suis absolument navré pour la froideur avec laquelle j'ai remercié ton abonnement hier. C'est un abonnement qui compte beaucoup pour moi, parce que t'es un streamer que j'aime beaucoup. Donc Pantoufle, toutes mes confuses. Voilà, vous pouvez clipper, l'envoyer à Pantoufle. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, sinon on en est au niveau lycéens qui sont dans la merde dans les inscriptions. Ah, merci à Lilo d'aborder les sujets d'actualité. Et c'est vrai que c'est une question que j'aimerais bien qu'on pose aux questions d'actualité aujourd'hui. Et faut-il annuler à Parcoursup pour mettre l'ancien système qui causait 10 fois moins de problèmes? Ah, 10 fois moins de problèmes, c'est plus compliqué. Hein. Admission post-bac, c'était pas non plus de la folie. Mais ouais, non. Ça fait partie des questions qu'on voudrait voir abordées aujourd'hui dans les questions d'actualité au gouvernement. S'il y a un député qui pouvait se faire le relais de cette question-là, on aimerait bien savoir ce que le gouvernement compte faire pour les lycéens qui n'ont toujours pas, maintenant que les résultats du bac sont connus, les lycéens qui n'ont toujours pas d'affectation à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les collégiens aussi. Oui, mais les collégiens, ça n'a rien à voir avec Parcoursup pour le coup. Bref, dans l'actualité du jour, il y a le congrès de Versailles qui avait lieu hier. Je pense qu'on va avoir une séance de questions d'actualité au gouvernement aujourd'hui qui va être beaucoup tournée autour du débrief de ce congrès. On va peut-être plus entendre le Premier ministre, Édouard Philippe, qui a peut-être précisé la pensée du président de la République et expliqué comment est-ce qu'il avait l'intention de mettre tout ça en route. Il y a la question de la réforme constitutionnelle qui est en train d'arriver en discussion dans l'hémicycle après 2 semaines en commission à l'Assemblée nationale. Il y a le match France-Belgique ce soir où la France va gagner 2-0 contre la Belgique et se qualifier en finale de la Coupe du Monde. Non, elle va gagner 3-2.
Pardon. T'as misé Mais- 3-2 toi? Absolument. D'accord. Il y a la Thaïlande où les enfants ont été libérés, bravo, félicitations, il n'y a pas eu de mort, à part un militaire malheureusement qui est décédé pendant les opérations. L'entraîneur n'est pas sorti encore. Ah, et pas encore? Non, tous les enfants sont partis sauf l'entraîneur. Sauf l'entraîneur de foot qui reste au fond. Ouais. Bon, d'accord. On croise les doigts des coups. Et à Aubervilliers, il y a un commerçant qui a été tué au cours d'un vol à main armée. Voilà pour l'actualité du jour. Bon, bah justement, la séparation des pouvoirs me semble une grande question. Et là, la réponse au président et le président qui est là, ça porte justement la question une fois de plus. Ouais. On en reparlera au moment où ils en débattront de ça. Encore une question sur les pensions de réversion. Alors, je pense pas qu'il y aura une question sur les pensions de réversion vu que le président de la République a été assez clair hier en disant que c'était une rumeur malsaine. Non, il n'y aura pas de suppression des pensions de réversion. Après, il y aura une harmonisation de leur régime différent. Mais ça avait déjà été annoncé par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités. Il y a aussi le question à Nantes, effectivement, à Lilo, tu as raison, avec le policier qui a abattu un conducteur et qui a changé de version. Il est passé de la légitime défense à finalement c'était un accident des eaux. Il y a la question du Front National. Le Front National, vous savez, qui est en danger de mort. Le Rassemblement National, pardon, qui est en danger de mort suite à la décision des juges de saisir 2 millions d'euros sur les subventions qu'il était censé toucher au titre de préservation dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires fictifs du Parlement européen. J'aurais une question sur le rapport Villani, donner du sens à l'intelligence artificielle. Quelle politique, notamment de formation à l'université et à la recherche, le gouvernement compte mettre en place sur l'issue de la publication de ce rapport? C'est une très bonne question, Flurs, que tu poses. C'est une question qui a déjà été posée au gouvernement par Cédric Villani lui-même, il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Il faudrait que tu ailles chercher ça dans les archives d'Acropolis. Voilà. Madame la ministre des Armées, pouvez-vous nous détailler votre plan d'invasion de la Belgique en cas de défaite ce soir? Il n'y aura pas de défaite ce soir, c'est pas la peine. Bonjour Jean, j'ai appris qu'hier il y avait 1500 personnes sur Acropolis, j'étais vraiment content pour toi et Sylvain. Merci Choubil Coquin, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Nous aussi on était très contents, on a fait une chouette émission hier, j'ai trouvé, même si j'étais très fatigué à la fin parce que 4h30 de pensée complexe c'est quand même vénère. Mais voilà. Heureusement que c'est pas Macron qui a parlé pendant 4h30, hein. Imagine. Putain. Question écolo, il y avait une usine Sanofi qui a jeté un max de produits chimiques dans la nature. Tout Oui. à fait, The Net Kelly, tu as raison, c'est une question intéressante dont on a entendu parler et qui n'a pas encore été abordée aux questions d'actualité. Donc ça pourrait faire l'objet d'une bonne question, ouais. Quel dommage de perdre le Rassemblement National. Ah, ça c'est une question intéressante. Est-ce que les partis politiques avec lesquels tu es en désaccord, est-ce que c'est rendre service que de voir disparaître un parti politique avec lequel tu es en désaccord, sachant que ces idées, elles, ne disparaissent pas? Perdre le Rassemblement National, j'ai raté un truc. Bah non, le Rassemblement National risque la cessation de paiement à la fin de l'été et il lance une souscription nationale. Parce qu'actuellement, il y a vraiment une séparation des pouvoirs quand tu as la majorité qui doit suivre les gouvernements et des députés qui font exclure de leur parti quand ils ne sont pas d'accord avec leur groupe. Et c'est vraiment une séparation des pouvoirs ou une vraie démocratie? Car oui, question est-ce qu'on est dans une vraie démocratie? Compliqué. Il y a plusieurs questions dans ta question. La séparation des pouvoirs ne dépend pas seulement de la question du rapport entre le gouvernement et la majorité. Tu peux avoir une séparation des pouvoirs tout en ayant un fait majoritaire qui fait que le gouvernement a une majorité. Toujours pareil, c'est même pour ça qu'il y a des pays qui ont du mal à faire des gouvernements parce qu'ils ont besoin de rassembler une majorité et que c'est plus compliqué qu'en France. Après, sur la question des disciplines de vote des députés, c'est une autre question. Est-ce qu'il y aura un Inside Acropolis pour conclure la saison? Non, J-Marc, on va pas faire ça. Je pense pas. C'est pas prévu en tout cas. Non, je sais même pas, je pense pas. Je sais qu'on va pas le faire. Je sais qu'on va pas le faire, on va prendre des vacances bien méritées, enfin on va prendre des vacances, on va couper l'antenne déjà, on va déménager tranquillement, on va préparer la rentrée de septembre et on vous prépare des nouveautés pour la rentrée. La question que tu peux te poser, Erasor, c'est quelle est la différence entre une démocratie et un régime de gouvernement représentatif? D'ailleurs tu peux regarder pour ça le super documentaire de DataGull sur la démocratie qui est très très chouette. La séparation des pouvoirs, c'est les institutions. C'est effectivement un jeu institutionnel, c'est aussi une culture. Il est 15h du cul. Tout à fait, Perceval, chers amis, on va se mettre un Non, il n'est pas 15h, il est 14h59 déjà. Alors on se calme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre un générique? On peut mettre un générique, mais on n'a pas Mais d'image. On n'a pas d'image? Bah Ah non. ouais, j'avais cru entendre. Oui, non, c'est juste le site qui avait planté, hein, comme d'habitude.
Vous avez un autre travail où vous êtes 100% dépendant d'Acropolis. Dépendant d'Acropolis, t'es marrant toi. C'est vous. Acropolis qui dépend à 100% de moi. Donc oui, la réponse est oui, je suis à 100% sur Acropolis. Et d'ailleurs, on a besoin de vos abonnements. Il en manque 2. Il en manque 2. Dans 2 abonnements seulement, nous aurons atteint un palier qui nous permettra de débloquer une émote supplémentaire. Pensez-vous faire une petite émission sur la Constitution où vous représentez les articles et les commenter? On pourrait faire ça, ouais, à la rentrée, si je trouve les gens pour le faire. Donner argent pour Acropolis malade. Acropolis c'est pas malade, Acropolis t'embrasse. Émote Macron. Il y a déjà une émote Macron. Il y a déjà une émote Macron en plus. Hier a été demandé une émote André Chassaigne. Ah, une émote Chassaigne. Bon, ça va faire de la concurrence à l'émote Mélenchon. Ah, c'est pas la même chose, hein. On va pas nous les fâcher. Quand commencera la saison 2018-2019? Je peux pas encore te dire, Pierre. Elle commencera en septembre, ça c'est sûr. Mais en fait, ça va dépendre du calendrier parlementaire. À quelle date exactement reprend la session parlementaire? Je ne sais pas. Bonjour, vous connaissez Twitch Prime? Si vous connaissez pas Twitch Prime, vous devez découvrir Twitch Prime. Vous, ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous rapporte de l'argent. Abonnez-vous avec Twitch Prime. Moi, je suis deg, je vous aide sur Tipeee, mais j'ai rien dans le chat. Ah merde, Alilo, je suis désolé. Il faudrait qu'il y ait un système, effectivement, qui permet de lier un compte Tipeee et un compte Twitch. On va peut-être pouvoir faire quelque chose pour Tipeee, mais... Ouais, c'est en cours de discussion. Compliqué. Les députés prennent des vacances, une honte, monsieur. Une haute rappel au règlement. Une emote rappel au règlement. Une emote Jacques Cheminade. Ah, ça y est, ça commence à rajouter des emotes. Une emote colon qui dort. Une emote générique? Et du coup, n'ayant pas eu d'écho, la manifestation numérique de Jean-Luc Mélenchon a donné quoi? C'est une bonne question, ça, persifleur. J'avoue que j'en sais rien. J'ai rien vu passer sur la manif numérique. Une emote générique? Il y avait un message caché dans ma remarque. Ah, on a une image? Absolument. Bon, et bien chers amis, on se met un générique dans les oreilles et on se retrouve tout de suite pour les questions d'actualité commentées en direct sur Acropolis. À tout de suite. Salut à toutes et à tous, si vous nous rejoignez sur Acropolis, on est en direct, il est 15 h en ce 10 juillet 2018, nous sommes mardi et c'est la séance de la semaine de questions d'actualité au gouvernement qui va commencer à l'Assemblée nationale, suite le lendemain seulement du congrès de Versailles qui s'est tenu hier, au cours duquel le président Emmanuel Macron a fait un discours d'1 h 30 devant l'ensemble des parlementaires, enfin presque l'ensemble, parce qu'il y a les insoumis qui ont boycotté le congrès. Qu'est-ce que je voulais dire? Et quelques députés de droite, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi la demi-finale de la Coupe du Monde où joue l'équipe de France tout après. Kiyo Kanotoko, merci beaucoup pour ton abonnement, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et Perceval qui donne 1000 bitcoins. 1000 bitcoins, merci beaucoup Perceval. Ça fait super plaisir. Merci pour votre soutien à tous les deux. Et on vient de dépasser les 300 000 vues sur Twitch, un grand merci. Et on vient de déplacer les 300K vues sur Twitch. Et ça, c'est cool. La manif numérique de la France Insoumise a été strike par Twitter qu'elle a été reconnue comme un spam. Ah bah oui, alors ça pour ceux qui savent pas, vous pouvez pas copier-coller à l'infini des tweets. Les robots de Twitter les découvrent et strike vos comptes. Il y a des règles sur les réseaux sociaux. Il y a des règles. Alors que François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, monte au perchoir pour présider cette séance. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question est posée par monsieur Laurent Garcia. Laurent Garcia du Modem qui pose la première question, on l'écoute. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Transports. La nouvelle vient de tomber. La fermeture envisagée par la SNCF dès l'an prochain des lignes TGV entre Nancy et Lyon contraindra les voyageurs à passer par Marne-la-Vallée ou Metz au nord, puis Strasbourg vers l'ouest. Est-ce bien raisonnable ? Au sein des permanences parlementaires, les réactions des citoyens sont de plus en plus nombreuses et un vent de panique s'empare des voyageurs les plus âgés ainsi que des familles qui appréhendent d'ores et déjà les changements de train dans les différentes gares avec enfants et bagages, là où le trajet était jusqu'alors direct. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui habitent à Nancy ? Locaux, régionaux comme parlementaires, de toute sensibilité politique, ont signé une pétition
et certains se sont émus de cette fermeture en qualifiant la Lorraine de futur cul-de-sac ferroviaire. Salut Marcassin, c'est cool. Laurent Garcia, donc le député de Meurthe-et-Moselle, vous comprenez qu'on parle de sa circonscription à lui, qui est en train de piquer une gueulante contre la ministre des Transports Elisabeth Borne, puisqu'il a appris hier la fermeture de la ligne TGV qui relie Nancy à Lyon. Et un grand merci à Riverite pour ton don de 10 €, ça fait super plaisir, un petit GG pour la saison d'Acropolis qui m'a permis de suivre plein de choses différentes. On se dit à la rentrée après les vacances bien méritées. Merci beaucoup Riverite. Le questionnement subsiste, y compris sur l'aspect transitoire ou définitif de la décision. Et localement, ces réactions sont d'autant plus vives que nous sommes dans le même temps dans l'expectative du devenir de la ligne 14 Nancy-Méret et de la halte garderie de Heillecourt. Madame la ministre, vous avez su démontrer votre sens du dialogue et de l'écoute lors des discussions concernant le pacte ferroviaire. Allez-vous déployer ce même sens de l'écoute envers les Lorrains, en particulier de Nancy, afin de renoncer à ce programme de fermeture de ligne, colonne vertébrale de l'activité économique étudiante entrepreneuriale. Laurent Garcia qui s'inquiète pour cette ligne TGV, Laurent Garcia qui est ingénieur dans le secteur des énergies et qui pose donc cette question à Elisabeth Borne qui va pouvoir lui répondre et peut-être le rassurer sur cette fermeture de ligne TGV. Messieurs les députés, monsieur le député Laurent Garcia, vous m'interrogez sur le projet de modification de la liaison TGV entre Nancy et Lyon et plus généralement sur la desserte du Grand Est. Donc je vous confirme qu'à compter de 2019 et jusqu'en 2023, le pôle d'échange multimodal de Lyon-Part-Dieu va connaître des travaux très importants, travaux indispensables pour désaturer l'une des plus grandes gares de France qui accueille notamment 550 trains quotidiens. Et c'est de fait le projet le plus important, le projet ferroviaire le plus important des contrats de plan État-région. Comme tout projet ferroviaire de travaux, il va se travailler. Il y a des travaux à Lyon-Part-Dieu. Il y a des grands travaux à Lyon-Part-Dieu entre 2019 et 2023, donc ça va foutre le bordel dans la gare. Donc on ne peut pas assurer toutes les liaisons. Bien consciente, par une limitation du nombre de trains pouvant s'arrêter dans la... Comme tout projet ferroviaire de travaux, il va se travailler par une limitation du nombre de trains pouvant s'arrêter dans la gare, avec notamment 2 voies indisponibles pendant la durée des travaux. Et en effet, cela aura des conséquences temporaires et inévitables sur plusieurs liaisons. Ah, c'est en 2017 ? Ah pardon, excusez, ça a déjà commencé depuis 2017 les travaux. Je ne savais pas, je ne suis pas lyonnais. Pour les territoires et les voyageurs concernés. Mais je tiens d'ores et déjà à vous assurer, monsieur le député, qu'en aucun cas, il ne s'agit d'un projet de fermeture. La SNCF est amenée à proposer une nouvelle offre pendant la durée des travaux. Elle étudie actuellement les schémas de desserte alternative avec les collectivités concernées. Sont par exemple prévus pour 2019 le maintien d'un aller-retour entre Nancy et Lyon et est à l'étude la possibilité d'amorcer à Nancy la desserte actuelle Strasbourg-Marseille. Je serai particulièrement vigilante sur ces enjeux. J'aurai l'occasion de le rappeler directement aux dirigeants de la SNCF que je vois cette semaine et je ne manquerai pas de tenir informé l'ensemble des élus concernés. Et comme j'ai eu l'occasion de le rappeler pendant la loi ferroviaire, notre objectif est bien de maintenir une desserte TGV au service de nos territoires. Je vous remercie. Merci. Bon, Elisabeth Borne qui a l'air de dire que c'est provisoire le temps des travaux au pôle multimodal de Lyon-Part-Dieu. Erika Barreitz. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. En effet, Madame la ministre, je veux ici partager le témoignage d'une mère de famille célibataire, conseillère clientèle à mi-temps car son handicap ne lui permet pas de travailler plus. Elle perçoit une pension de 726 € par mois et entre 600 et 700 € de salaire. Elle va perdre à partir de ce mois sa prime d'activité de 140 € par mois. Depuis le 1er juillet, elle fait partie de plus de 230 000 bénéficiaires de pensions d'invalidité, plus des milliers de personnes percevant la rente accident du travail et maladies professionnelles qui vont perdre parfois jusqu'à 10% de leurs ressources mensuelles, constituant, vous en conviendrez, une aggravation immédiate du pouvoir d'achat d'hommes et de femmes déjà en situation fragile. À l'occasion du projet de loi de finances 2018, je vous avais pourtant alerté sur les impacts de la suppression de cette dérogation instaurée par la loi de 2016 qui venait pourtant réparer une injustice.
Vous avez justifié cette suppression par le faible nombre de bénéficiaires au regard des personnes qui pouvaient y prétendre. Or, des associations, et je pense notamment à APF Handicap, dénonçaient depuis plus d'un an le manque de communication de la part de la Caisse nationale des allocations familiales ou de la mutuelle sociale agricole sur ce sujet. Après la baisse des APL, la hausse du tarif réglementé de l'électricité et du gaz et l'augmentation des taxes sur le fioul, la baisse de la prestation d'accueil de premier enfant et j'en passe, cette mesure vient frapper les salariés en situation de handicap, soit une partie de Français pourtant déjà affectés dans leur vie quotidienne, que ce soit dès la naissance ou suite à un accident de la vie. Madame la ministre, alors que le président de la République avait annoncé vouloir faire du handicap une grande cause de son quinquennat et favoriser leur pouvoir d'achat... Erika Barreit, c'est l'ancienne ministre des Outre-mer sous le gouvernement de François Hollande, en tout cas entre 2016 et 2017. Erika Barreit, qui est députée de La Réunion et qui tire à boulet rouge contre la décision du gouvernement de supprimer la prime d'activité pour les personnes handicapées. On va écouter Sophie Cluzel, Madame la députée, qui va lui répondre. La prime d'activité est un dispositif de soutien aux revenus des travailleurs modestes. Ouais. Le mode de calcul de la prime d'activité n'est pas modifié pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, qui continuent, elles, de bénéficier d'un mode de calcul dérogatoire qui assimile leur allocation à un revenu d'activité. 66 000 foyers ont d'ailleurs bénéficié de la prime d'activité et de l'allocation adulte handicapé en 2016, qui, je le rappelle, va aussi augmenter dès le 1er novembre. La mesure que vous évoquez consiste à mettre fin à cette dérogation introduite en 2016 pour les pensions d'invalidité et rentes accident du travail, maladies professionnelles. Cette mesure, en effet, résulte de l'article 172 de la loi de finances pour 2018. Cette nouvelle règle s'explique par deux raisons. L'assimilation des pensions d'invalidité et rentes accident du travail, maladies professionnelles à des revenus professionnels n'est pas cohérente avec l'esprit de la prime d'activité. Pourquoi ? Pourquoi ce serait plus pour l'AAH ? Peu de personnes ont été touchées par cette mesure, contrairement à l'AAH. Parallèlement, le gouvernement est très engagé en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, le projet de loi pour choisir son avenir... J'avoue, je comprends pas la réponse de Sophie Cluzel. Comporte des mesures pour faciliter l'apprentissage des jeunes. Parce qu'en gros, on peut assimiler l'allocation adulte handicapé à des revenus du travail pour permettre le calcul de la prime d'activité, ça pose pas de problème, mais par contre, c'est pas possible pour les pensions d'invalidité. Personnel de formation renforce l'investissement des entreprises. Mais elle explique pas pourquoi en fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle dit que c'est pas cohérent par rapport au mode de calcul de la prime d'activité. Bon, c'est un peu technique en gros ce qu'elle dit, mais en gros il y a une modification du mode de calcul de la prime d'activité qui fait que les personnes qui bénéficient de primes d'invalidité ne pourront plus justifier cette prime d'activité comme étant un revenu et donc de bénéficier de la prime d'activité. Dispositif innovant qui fait l'interface entre les employeurs et les personnes handicapées dans la durée. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Naïma Mouchou. Je sais pas, doit y avoir une autre réponse Merci Monsieur le Président. Au pourquoi du comment. Naïma Mouchou. La question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République s'y était engagé en début de mandat. Réunir chaque année les parlementaires en congrès. La promesse a été tenue. Dans un discours de vérité, il a remis en perspective le travail accompli depuis un an et rappelé le sens du projet français, celui du progrès, que nous portons ensemble au service de nos concitoyens. Avec conviction et lucidité, le Président de la République s'est exprimé sur chacun des enjeux qui préoccupent les Français, de l'économie à la solidarité, des territoires à l'Europe, de l'égalité femmes-hommes à la condition sociale. Sans triomphalisme, mais avec fermeté, il a rappelé que notre action n'était qu'un bloc. Il n'y a pas à choisir entre action économique et action sociale. La prospérité d'une nation, c'est justement le socle de l'égalité. Enfin, il a rappelé le cap et les nombreux chantiers des années à venir pour poursuivre les réformes dont notre pays... Naïma Mouchou qui est en train de nous faire le compte-rendu de ce qu'a dit le Président de la République hier, sauf qu'il l'a dit à toutes les personnes qui étaient déjà présentes dans l'hémicycle. Estimant que le Président de la République ne faisait pas suffisamment cas du Parlement, c'était une erreur. Pour l'année qui s'annonce... Naïma Mouchou, elle est rapporteure de la loi contre les fake news, elle est membre de la mission d'information sur le verrou de Bercy et elle est avocate au barreau de Paris. Ambitieux, construire l'État-providence du XXIe siècle afin qu'il soit plus universel, plus efficace et plus protecteur des plus fragiles.
Monsieur le Premier ministre, c'est une révolution aux objectifs multiples qui se dessinent. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous en dire plus sur la philosophie de cet État-providence du XXIe siècle et nous préciser la mise en œuvre de ce vaste chantier que nous appelons tous de nos voeux. Naïma Mouchou qui demande au Premier ministre de préciser ce qu'a entendu le Président de la République par État-providence du XXIe siècle. Je vous rappelle que si nous voulons tenir des séances de questions d'actualité qui soient correctes pour les uns et pour les autres, il faut tout simplement savoir s'écouter mutuellement. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Et c'est Christophe Castaner qui s'occupe des relations avec le Parlement au sein du gouvernement qui va répondre à la députée Naïma Mouchou. On écoute Christophe Castaner, députés, mesdames, messieurs les députés, qui est par ailleurs patron de La République En Marche. Le gouvernement répondre, évoquer effectivement... Bon, pourquoi donc être si agité? Et en présence du Premier ministre qui citait Cyrano de Bergerac la semaine dernière, je me souviens aussi de cette maxime, mesdames, messieurs les députés, qui disait « Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient souvent que de l'impuissance de se taire ». Et je pense que dans cet hémicycle, allez, savoir s'écouter. Christophe Castaner qui envoie violemment un taquet aux députés de l'opposition de droite, les Républicains, qui essayaient de couvrir sa voix par leurs cris. Le président de la République a effectivement rappelé avec en les traitant d'impuissants, impuissants à se taire. L'ensemble des chantiers engagés depuis un an, l'ensemble de ces chantiers qui sont des engagements tenus, des engagements pris devant les Français, des engagements qu'aujourd'hui, grâce à cette majorité, nous commençons à mettre activement en place. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur la construction de l'État-providence du XXIe siècle. Un État-providence plus universel pour mieux couvrir les risques du chômage de chacun, indépendamment de son statut. Indépendamment, au fond, de savoir si on est agriculteur, si on est en CDD, si... un moment de votre vie, parce que vous avez un statut différent, vous n'avez pas les mêmes droits que les autres, ben nous voulons sur ce sujet que chacun ait les mêmes droits. Nous voulons un État-providence qui se construit sur un État plus efficace. Et c'est le reste à charge zéro, c'est la transformation de l'offre de soins qui seront présentées à l'automne. Un État protecteur des plus fragiles, à commencer par les enfants, par les plus pauvres, mais aussi par les personnes âgées. Et l'année 2019 sera consacrée à cela. Et enfin, un État plus responsabilisant, car la solidarité nationale implique, au-delà de quelques cris d'orfraie, des droits et des devoirs pour chacun. Je vous remercie. Christophe Castaner, donc, qui n'a fait que paraphraser ce qu'a dit le Président de la République sur sa volonté de construire cette protection sociale qui ne dépend plus de ton statut et qui garantit à chacun les mêmes droits. Virginie Duby-Muller, on l'écoute. Hier, par esprit républicain, j'étais présente à Versailles. Si l'article 18 de notre Constitution autorise le Président de la République à prendre la parole devant le Congrès, l'esprit du texte vise clairement à réserver cette intervention pour des circonstances graves et particulières. Et pourtant, hier, nous avons assisté à un exercice bavard. Un président qui réalise son bilan de compétences devant sa majorité, sommé d'applaudir à chaque paragraphe, qui essaie de rassembler ses forces, de remonter dans les sondages en taclant en même temps François Hollande sur la taxe à 75%, alors qu'il était son secrétaire général adjoint à l'Élysée à cette époque, et en même temps en comparant les plateformes de débarquement pour les migrants à, je cite, des déportations dans les camps. Cette comparaison est indigne. Hier, je rappelle que ce sont les députés Les Républicains qui réclament la mise en place de ces plateformes de débarquement des migrants. La liste de ces renoncements ne cesse de s'allonger. Qu'en est-il du plan pauvreté repoussé à septembre pour cause de matchs de foot? Le plan hôpital et dépendance repoussé en 2019 pour des concertations pendant que nos EHPAD se meurent. La réduction de la dépense publique repoussée à la fin de l'année car le rapport CAP 22 vous dérange et alors que nous sommes le seul pays de la zone euro où la dette continue d'augmenter. La laïcité, circuler, il n'y a rien à voir. C'est finalement un discours fleuve pour masquer ce que le président ne fait pas. Et à près de 300 000 € le Congrès, ça fait cher la mise en scène. En convoquant ainsi le Congrès chaque année, Emmanuel Macron continue d'accessoriser votre fonction de Premier ministre, vous qui êtes pourtant l'interlocuteur naturel et constitutionnel du Parlement.
Monsieur le Premier ministre, devrons-nous subir chaque année le même exercice narcissique du président alors que Virginie Muller qui s'en prend vertement à cet exercice narcissique du président de la République. Elle parle du congrès d'hier. Virginie Duby-Muller, elle a été assistante parlementaire pendant longtemps. Elle a travaillé avec plusieurs députés avant de devenir elle-même députée. Et aujourd'hui, elle s'en prend à cet exercice du président et donc à sa majorité En Marche. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui va répondre directement à Virginie Duby-Muller pour lui dire ce que lui a pensé du congrès, lui qui n'a pas pris la parole hier. Les députés, Madame la députée, vous m'interrogez sur le discours prononcé par le président de la République hier à Versailles devant le Parlement rassemblé en congrès en application des dispositions de l'article 18 de la Constitution. Vous semblez, Madame la députée, vous étonner et vous offusquer de ce que le président de la République ferait usage d'un pouvoir constitutionnel qui lui a été d'ailleurs ouvert par une révision constitutionnelle, laquelle a été votée en 2008, comme vous le savez, Madame la députée. C'était Nicolas Sarkozy, et à l'époque, Édouard Philippe et Virginie Muller et Christian Jacob soutenaient cet article 18 et cette modification voulue par Nicolas Sarkozy. Mais Monsieur Jacob, hier, nous vous avons entendu éructer à la tribune. Souffrez que je réponde tranquillement aujourd'hui. Édouard Philippe qui répond à son ancien collègue Christian Jacob. Vous montez dans les tours, comme on dit. Moi, j'essaie de répondre calmement. Monsieur Jacob, voilà. J'essaie donc de le répondre Premier calmement. ministre a la parole. Non, mais moi, je suis très calme. Un calme absolu. Au KLM, frère. Chers collègues, Et je voulais donc vous dire... mes chers collègues, un peu de calme, s'il vous plaît. Si on commence à interrompre à tout moment les interventions, imaginez ce qui se serait passé pour Madame Duby-Muller. Si vous avez eu 300 et quelques députés qui avaient tenté de couvrir son intervention, vous auriez été les premiers à protester. Alors maintenant, nous pouvons entendre les questions et les réponses. François de Rugy qui essaye de ramener le calme Et j'y veillerai, personnellement. dans l'hémicycle et qui s'énerve. François de Rugy pas content. Christian Jacob pas content, François de Rugy pas content. Ce sera pareil tout à l'heure pour d'autres députés, d'autres sensibilités politiques. Non mais les gars, sans déconner. Essayez de faire ça sérieusement, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Alors que la majorité En Marche se lève pour applaudir ce rappel à l'ordre du président François de Rugy. Mesdames et messieurs les députés. Édouard Philippe qui va essayer de ramener tout le monde au calme. Je disais donc, Madame la députée... Monsieur Pradier, vos vociférations n'y changeront rien. Je continuerai à veiller à ce que tous les députés puissent poser leurs questions dans cet hémicycle. C'est la pluralité du débat politique qui en dépend. Et maintenant, la parole est à Monsieur le Premier ministre pour répondre. Sa gueule, hein. Sa gueule, ils veulent pas laisser parler Édouard Philippe. Je disais donc, Madame la députée, qu'hier, le président de la République, dans son discours, avait fixé le cap, qui est le cap qui sera suivi par le gouvernement. Les mesures qui ont été évoquées, la cohérence qui a été dressée, le calendrier qui a été fixé, tout cela sera mis en œuvre par le gouvernement au cours des mois et des années qui viennent. C'est la logique de nos institutions et c'est le sens de ce qu'a dit le président de la République hier, en annonçant ni tournant, ni pause, ni accélération, mais au contraire, une vraie cohérence avec ce qui avait été engagé, une vraie cohérence avec les engagements de campagne qu'il avait pris et une vraie volonté pour l'ensemble de la majorité parlementaire et pour le gouvernement d'atteindre les objectifs qu'il a fixés. Un mot, Madame la députée, car j'ai cru comprendre dans votre question, mais je reconnais que le brouhaha l'a rendu difficilement compréhensible par moi, et vous n'y pouvez rien. Édouard Philippe qui est gonflé, il est saoulé. J'ai cru comprendre que l'exercice qui consistait pour le président de la République à s'exprimer devant le Congrès au terme de l'article 18 vous semblait contestable. Et que... Ah pardon, alors dans ce cas-là, j'ai mal compris et je me réjouis que, comme moi, vous considériez que cette possibilité qui a été ouverte par le président de la République d'évoquer le plus directement possible avec les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat puisse être utilisée aux mains du président de la République. Il respecte, comme vous le savez, scrupuleusement la Constitution en ne restant pas à l'issue de sa présentation. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, la Constitution ne permet pas au président de la République de rester devant le Congrès et de s'exprimer en réponse aux parlementaires qui se sont exprimés et notamment aux présidents de groupe. J'ai cru comprendre,
Madame la députée, que la possibilité évoquée par le président de la République hier suscitait des interrogations, et notamment des interrogations de la part de votre groupe. Effectivement, Emmanuel Macron hier a dit qu'il souhaitait pouvoir rester, contrairement à ce qu'aujourd'hui la Constitution prévoit, pour répondre au président de groupe. Évoquer ces questions. Permettez-moi, Madame la députée, et de le dire sans aucun esprit de provocation, permettez-moi de dire que j'ai parfois du mal, parfois, pas toujours, hein, mais parfois du mal à comprendre la logique qui peut prévaloir. Car j'observe, Madame la députée, vous qui êtes vice-président du groupe Les Républicains, qu'hier, oui, c'est vrai, qu'hier, Madame la députée, un autre vice-président du groupe Les Républicains a déposé un amendement au projet de loi de révision constitutionnelle tendant à ce que le président de la République puisse répondre aux parlementaires qui se sont exprimés. Je crois que c'est un amendement déposé par M. Abad qui a été curieusement, Madame la députée, enlevé juste avant la discussion, peut-être parce qu'il n'était pas totalement conforme. J'entends donc, Madame la députée, que les vice-présidents du groupe considèrent que le sujet est ouvert et je vous en remercie. Édouard Philippe qui troll le groupe Les Républicains en disant qu'en gros Emmanuel Macron avait fait une proposition qui allait complètement dans le sens des Républicains et avec laquelle ils n'étaient pas restés tout à fait en cohérence. Merci, monsieur. Ça n'aura pas servi à grand chose cet échange. Merci, ma collègue Bérangère Abba. Notre question s'adresse à Nicolas Hulot. Reconquérir la biodiversité est une question de survie pour nos sociétés. L'empreinte des hommes est largement plus significative que celle des autres espèces, dont le rythme d'extinction est 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel constaté lors des 10 millions d'années passées. Le 4 juillet, vous présentiez le plan pour la sauvegarde de la biodiversité. Les 90 actions qu'il contient mesurent l'impérieuse nécessité d'inverser la tendance et d'avoir une impulsion forte pour préserver, restaurer et reconquérir cette biodiversité qui fait la richesse des espèces et des écosystèmes. Sans les insectes, pas de pollinisation dans nos champs. Sans les milieux humides qui nous préservent des inondations, pas d'eau potable. Sans les arbres, une chaleur en ville étouffante. Sans les mangroves et les dunes, bien des tempêtes dévasteraient de nombreux territoires sur notre planète. Sans les océans, un climat mondial bien plus dérégulé encore. Reconquérir la biodiversité, c'est freiner l'artificialisation des espaces naturels et agricoles. C'est aussi revitaliser des espaces verts. Partout cela est possible. Non, elle n'a aucun lien avec Charles de Courson, l'autre député. Accélérer la transition agroécologique en faisant par exemple de l'agriculture une alliée de la biodiversité. C'est conjuguer positivement économie et écologie. Protéger la biodiversité, c'est restaurer la nature dans toutes ses composantes à travers notamment la création entre la Haute-Côte d'Or et la Haute-Marne du 11e parc national, premier parc national des forêts de plaine. L'ensemble du gouvernement s'engage à travers ce plan. En agissant au cœur de nos politiques publiques dans nos territoires et avec l'ensemble des acteurs, notre ambition est d'embarquer la société française dans une mobilisation collective. Élus, collectivités, entreprises, associations, citoyens, nous sommes tous concernés. Comment la France peut-elle profiter de son leadership sur le climat et la biodiversité lors des prochaines échéances internationales comme la COP15 de la Convention de l'ONU, où seront discutés les engagements de chaque État pour la décennie à venir? Comment notre pays peut-il œuvrer pour sortir définitivement la biodiversité de l'indifférence générale? Je vous remercie. Yolande de Courson qui pose une question sur la biodiversité. C'est suffisamment rare pour être souligné à l'Assemblée nationale. Elle est conseil en stratégie de marque et planning de stratégique et formation. Et elle est vice-présidente du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux. Monsieur le député, madame la députée... On écoute Nicolas Hulot. Je me suis permis, en lançant avec le Premier ministre le comité interministériel pour la biodiversité, de rappeler un principe. C'est qu'il en est de l'humanité comme de la nature, seule la diversité est féconde et l'uniformité est stérile. Avec le Premier ministre, nous avons lancé ce plan d'abord pour sortir de l'ombre, un enjeu qui est aussi déterminant pour l'avenir de l'humanité que l'enjeu climatique, et bien pour mettre dans la lumière un enjeu d'ailleurs qui est indissociable de l'enjeu climatique. Mettre la biodiversité au même niveau que le climat, ça ne se décrète pas, nous y arriverons, je l'ai déjà dit, tous ensemble, mais pas les uns contre les autres. Dans ce plan, il y a 3 axes essentiels, chers à mes yeux, parce qu'ils se rejoignent et parce qu'ils nous forcent à repenser d'abord notre rapport à l'espace. D'abord, la lutte contre l'artificialisation des sols. Il faut comprendre que le sol vivant est devenu une terre rare et que nous ne pouvons plus condamner au béton l'équivalent, comme vous le savez, d'un département français tous les 10 ans pour mettre fin à ce fléau. Le plan biodiversité se donne 1 an pour définir une date à laquelle nous pourrons parvenir à 0 artificialisation nette et nous doter d'indicateurs précis pour mesurer cette dynamique. Donc fin de l'artificialisation des sols. C'est qu'il faut laisser à la nature tout simplement des espaces de respiration et la laisser tranquille. On a besoin pour ça de plus d'espaces protégés et le plan biodiversité, vous venez de le citer,
propose l'extension de 20 réserves naturelles supplémentaires d'ici 2022, ainsi que la création d'un 11e parc national. Ça sera d'ailleurs le premier parc national terrestre de métropole en plaine que nous créons depuis 40 ans. Puis la troisième chose, plus d'espace. Il faut cesser d'empoisonner la nature. Tout ça, évidemment, va de pair avec tous les efforts et les moyens que nous mettons en œuvre pour sortir de la contamination massive de la nature par des millions de tonnes chaque année de produits chimiques. Je vous remercie. Et moins de contamination de la nature, moins d'artificialisation des sols, plus d'espace de biodiversité et de naturel, et moins de pollution dans la nature. À Monsieur le Premier ministre, le 9 avril, Elisabeth Borne répétait devant la représentation nationale que jamais la SNCF ne serait privatisée. Ce matin, nous apprenons que la gare du Nord sera privatisée d'ici les Jeux Olympiques. L'actionnaire principal serait Citrus, du groupe Champ, l'État ne possédant que 34% de la société d'économie mixte ainsi créée. Après la privatisation par fusion-acquisition de GDF devenue Engie, assiste-t-on à la privatisation, à la découpe de la SNCF? Dans les deux cas, il s'agirait à la fois bien d'une privatisation et d'un mensonge. Fin juin, le haut-commissaire à la réforme des retraites lâchait que les pensions de reversion de retraite pourraient être supprimées. Il était démenti quelques jours après, notamment par vous-même. Pourtant, le 27 juin, répondant à la question de mon collègue Bastien Lachaud, Agnès Buzyn finissait par lâcher qu'elle ne savait pas ce que sera le système de pension de demain. Hier à Versailles, le chef de l'État a prévenu qu'il n'était pas question de supprimer les pensions de reversion pour les retraités, je cite, les retraités d'aujourd'hui. Nous avons tous compris, ce sera le cas pour ceux de demain. Dans cette affaire, qui ment devant la représentation nationale? Hier, les Échos annoncent 20 000 suppressions d'emplois à Bercy. M. Darmanin a curieusement démenti via un tweet, en se contentant de dire que le journal écrivait n'importe quoi. D'ailleurs, Monsieur le ministre, je note que vous avez déclaré ce matin qu'il vous semblait évident qu'il faille diminuer l'emploi public dans certains domaines. Alors qui ment dans cette affaire? Les Échos ou M. Darmanin? Monsieur le Premier ministre, nous exigeons que cette partie de poker menteur cesse. Les Français ont le droit à des réponses précises sur ces 3 points. La privatisation à la découpe de la SNCF à travers l'exemple de la gare du Nord. La remise en question de pensions de reversion pour les retraités de demain. La suppression de 20 000 postes à Bercy. Et nous dire également quand vos ministres arrêteront-ils de se démentir, quand votre gouvernement cessera de tricher avec la vérité devant les Français. Éric Coquerel, le député de la France Insoumise, très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui pose la question de la privatisation de la gare du Nord. Porte-parole du gouvernement. Et c'est Benjamin Griveaux qui va lui répondre. Benjamin Griveaux que l'on dit potentiellement candidat à la mairie de Paris. Le député Coquerel vous posait 3 questions. La première concernant la gare du Nord, qui était, vous le savez parfaitement, et donc ne mentez pas à la représentation nationale. Ce projet n'a rien à voir avec le nouveau pacte ferroviaire qui a été adopté très majoritairement à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est un projet de valorisation de l'espace public réalisé à Paris et où je me réjouis et où je suis certain que chacun sur ces bancs peut se réjouir que le commerce permette de venir financer un service public et d'avoir une gare du Nord qui fasse honneur à notre pays lorsque des étrangers arrivent gare du Nord. Très sincèrement, aujourd'hui, ça n'est pas une porte d'entrée très attractive pour la capitale. C'est très bien la porte de la gare du Nord. Deuxième sujet que vous évoquiez, les pensions de réversion, je ne sais plus comment vous le dire. Le président de la République l'a rappelé, le Premier ministre, moi-même à plusieurs reprises, Agnès Buzyn également. Les pensions de réversion ne seront pas touchées. Cessez de jouer avec les peurs de nos concitoyens. C'est parfaitement irresponsable. Et donc je vous l'ai dit, Monsieur Coquerel, ça rappelle sans doute la manipulation des organisations de jeunesse auxquelles vous avez longtemps participé dans votre jeunesse militante, mais nous n'acceptons pas que vous entreteniez le mensonge et les contre-vérités pour influencer... Benjamin Griveaux qui traite carrément Éric Coquerel de menteur, puisque Éric Coquerel a reposé une question sur la question des pensions de réversion qu'il accuse le gouvernement de vouloir supprimer, malgré un démenti hier du président de la République. Dire que ça n'était pas un chiffre exact. Vous dire que, Monsieur Coquerel, vous dire que nous souhaitons un service public plus efficace, plus en proximité, qui permette de rendre un meilleur service aux usagers et que cela appelle une transformation en profondeur de la manière dont nous concevons l'action de l'État. Nous avons compris que vous étiez un vrai conservateur, le camp des progressistes, il est ici. Merci. Benjamin Griveaux qui a donc vertement répondu aux députés de la France Insoumise sur la question de la privatisation et qui a débunké les uns après les autres chacun des sujets qu'a apporté le député. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, les chambres de commerce
commerce et d'industrie dispose d'un maillage territorial dense qui constitue un véritable atout pour soutenir nos entreprises et catalyser l'activité dans un contexte économique en profonde mutation. Le réseau fonctionne selon une logique de solidarité financière. La taxe pour frais de chambre, la TFC, majoritairement payée par les grandes entreprises, contribue à soutenir nos TPE-PME à travers l'action des CCI. Ces dernières années, le réseau a consenti à d'importants efforts financiers. Ils étaient nécessaires et certaines CCI, comme celle de Maine-et-Loire, les avaient bien anticipés. En 2018, une baisse de 150 millions d'euros de la TFC a été actée. Le gouvernement envisageait alors de la stabiliser, donnant ainsi aux CCI une visibilité dont elles ont besoin pour continuer. CCI, ce sont les chambres de commerce et d'industrie. Vous savez, les chambres de commerce et d'industrie, il y en a une dans chaque région, voire même plus parfois dans chaque département. Générale de CCI France. Et Stella Dupont, la députée du Maine-et-Loire, elle attire l'attention du gouvernement sur le réseau des chambres de commerce et d'industrie qui est mis en difficulté. Je crois qu'il y a des restrictions budgétaires non négligeables. Or, ce sont des acteurs très très importants sur les territoires pour les entreprises. À 375 millions d'euros. Rappelons qu'en 2013... Et ce matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a prononcé un discours devant les CCI. Donc peut-être qu'elle va... peut-être que Stella Dupont est en train de donner l'occasion à Bruno Le Maire de répondre. Nous avons identifié les leviers d'efficience qui demeurent. Nous préconisons de les inscrire dans une méthode de réforme structurelle des CCI, fondée sur une vraie réflexion. Et quand elle dit qu'elle préconise une réforme des CCI, c'est parce que Stella Dupont, elle était rapporteuse d'un rapport sur la question des CCI. Avec Madame la ministre Delphine Gény-Stéphan, aux côtés des présidents de CCI. Un dernier point essentiel, qui sera suivi avec rigueur par le Parlement. Il s'agit de l'évaluation de cette réforme au regard d'indicateurs de performance précis. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser et clarifier les perspectives que vous envisagez concernant l'avenir de ce réseau dynamique? Merci, Madame la députée. Voilà. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire. Où vont les chambres de commerce et d'industrie, si utiles à nos territoires? Bruno Le Maire va répondre. Stella Dupont, comme vous, je crois aux CCI. Je crois à leur rôle pour soutenir les entreprises, pour la formation, pour le développement de l'apprentissage. Et c'est précisément pour cela que j'ai proposé au Premier ministre, au Président de la République, que nous arrêtions avec la logique de rabot qui est pratiquée depuis des années, qui inquiète les CCI et qui ne leur offre aucune perspective pour leur ouvrir la voie à une véritable transformation en profondeur des CCI. Oui, j'ai mis carte sur table ce matin et je salue le sens des responsabilités des présidents de chambres de commerce et d'industrie. Oui, je leur ai dit que nous allions, d'ici 2022, économiser 400 millions d'euros sur les CCI. Ah ouais, moins 400 millions quand même. Ça pique. Mais mesdames et messieurs de l'opposition, vous nous demandez sans cesse de faire des économies, mais dès qu'on en propose une, vous répondez non. Un peu de responsabilité, un peu de courage. Nous, le courage, nous l'avons, de proposer aux présidents de CCI et aux salariés de la CCI une transformation en profondeur, en précisant quelles seront les missions qui seront financées par une taxe affectée, c'est-à-dire par le contribuable, en proposant une véritable réorganisation des CCI autour de CCI France, qui aura une mission de pilotage des CCI territoriales et des CCI régionales, et en proposant également un accompagnement personnalisé de chaque salarié pour que cette transformation sur 4 ans soit réussie. Il y a ceux qui veulent le conservatisme et ne rien bouger. Et il y a ceux qui veulent offrir une vraie transformation des chambres de commerce, de notre outil économique et de notre tissu économique. Nous le réussirons ensemble avec les CCI, avec les salariés et avec votre soutien. 400 millions d'euros d'économies d'ici à 2022 sur le réseau des chambres de commerce et d'industrie. C'est ce que Bruno Le Maire a annoncé ce matin au président des CCI. Allez, la question suivante, c'est Bernard Perru. Lors du congrès de Versailles, nous avons écouté avec attention le président de la République et nous sommes repartis avec une certitude concernant les pensions de réversion. Rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui. Ce qui veut donc clairement dire, mes chers collègues, que tout changera pour les retraités de demain. Nous sommes par conséquent en droit de nous interroger. Le gouvernement va-t-il remettre à plat, réduire et supprimer ces pensions ? Véritable pacte de solidarité entre conjoints quand l'un d'entre eux a peu ou pas travaillé. Les conséquences en seraient dramatiques. Ces pensions sont aujourd'hui pour 4,5 millions de personnes, 90% de veuves, une source de revenus primordiale. Mais dans les années qui viennent, les millions de femmes concernées
doivent pouvoir vivre encore dignement si elles perdent leurs époux. Mes chers collègues... Je rappelle qu'une pension de réversion, c'est ce que vous touchez quand votre époux ou votre épouse décède avant vous, entre guillemets, et que vous êtes retraité. Vous continuez, après son décès, à percevoir une partie de la pension qu'il ou elle touchait. Et évidemment, 90% des gens qui touchent des pensions de réversion, ce sont des femmes, notamment des femmes qui ont très peu travaillé pendant leur vie, et donc très peu cotisé, et donc qui ont absolument besoin de garder la pension de leur ex-mari, en partie. De la vie, et trop de nos concitoyens voient leur pouvoir d'achat reculer. Monsieur le Premier ministre, pour éviter toute rumeur, il vous appartient de sortir de l'ambiguïté et de nous garantir que les pensions de réversion ne seront pas supprimées ou réduites pour les futurs retraités. Vous devez la vérité aux Français sur la réalité de votre politique sociale. Puissiez-vous, Monsieur le Premier ministre, avec vos ministres, les rassurer aujourd'hui avec un engagement clair devant la représentation nationale. Je vous en remercie. Bernard Perru, qui a posé une question très calmement sur les pensions de réversion et qui demande au Premier ministre de rassurer les retraités. Et c'est Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités, qui va donc porter cette réforme de la retraite, des retraites, qui va répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Perru. Bernard Perru, il est vice-président de la Commission des Affaires sociales. Le président de la République a été extrêmement clair hier dans son discours, puisqu'il a bien confirmé que rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui, rien, et pour une raison simple, vous l'avez dit, nous avons choisi de refonder le système de retraite pour les retraités de demain. Un système de retraite juste, unique et transparent. Il y a donc 4,5 millions de retraités qui touchent aujourd'hui une pension de réversion, ou des femmes qui touchent une pension de réversion. Rien n'est modifié pour ces femmes. Il y a... Pour les retraités de demain, nous maintiendrons le système des pensions de réversion, car c'est une forme de solidarité à laquelle le gouvernement est particulièrement attaché. Cela concerne des femmes qui n'ont pas travaillé, qui se sont occupées de leurs enfants ou qui ont travaillé aux côtés de leur mari sans cotiser. Et pour cette raison, parce que nous sommes attachés à la carrière de ces femmes, nous les protégerons avec le maintien des pensions de réversion pour les futurs retraités. Mais toute cette semaine, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye reçoit les partenaires sociaux pour discuter des droits familiaux. Et vous le savez, il n'y a jamais aucun perdant quand il y a plus de justice. Je vous remercie. Donc Agnès Buzyn, en l'état actuel des choses, elle dit on ne change rien pour les retraités actuels, on ne change rien pour les retraités demain. Non, Monsieur Damien Pichereau. On verra ce que Jean-Paul Delevoye aura négocié, le haut-commissaire chargé des retraites. Hier, le président de la République a consacré le projet français pour ancrer notre pays dans son siècle et répondre à nos nombreux défis, notamment environnementaux et de santé. Près d'un an après l'inauguration de la ligne à grande vitesse qui relie aujourd'hui la capitale à Rennes, améliorant significativement les dessertes ferroviaires du Grand Ouest, il a su poser des mots forts. Un nouvel axe de réflexion sur les transports avait été désigné, centré sur les besoins de mobilité du quotidien de nos concitoyens. Monsieur Francis Rol-Tanguy, ainsi nommé par le gouvernement, a su rendre compte, dans son rapport, des nécessités de notre territoire du Grand Ouest. Sans remettre en cause le bien fondé de ces infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires, et dont je salue la décision prise en responsabilité de privilégier l'aménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, nous sommes nombreux sur ces bancs à nous être fait les porte-voix de tous ces riverains préoccupés par les nuisances sonores qu'engendrent ces infrastructures de transport. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé, à Nantes la semaine dernière, l'engagement d'un fonds de compensation pour les riverains subissant les nuisances aériennes. Nul doute que cela rassurera nos concitoyens quant à la volonté de notre gouvernement d'apporter des réponses à leur désarroi. Aussi, plusieurs de mes collègues et moi-même vous avions alerté sur les nuisances sonores ferroviaires dont les conséquences ne sont plus à démontrer sur la santé et le cadre de vie de ces riverains. Votre réponse fut très encourageante, notamment quant à votre intention d'engager le Fonds de solidarité pour améliorer l'insertion environnementale des LGV. Pourriez-vous nous en dire plus ? Damien Pichereau, député de la Sarthe, qui pose une question sur les nuisances sonores des infrastructures aéroportuaires et ferroviaires. En gros, le bruit que font les trains et les avions. Et évidemment, ça fait penser à l'aménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique. Suite à l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les Nantais vont continuer à avoir des avions qui volent juste au-dessus des maisons. Donner une réponse certaine au développement de nos territoires en apportant des solutions durables de mobilité pour nos concitoyens. Et en même temps, respecter l'environnement dans lequel s'inscrivent les infrastructures, gage d'une acceptation sereine de la population. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Borne. Pourquoi c'est pas des questions, ça? Bien sûr que c'est des questions que nous.
Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui va répondre sur les nuisances. Monsieur le député Damien Pichereau. Damien Pichereau, il est commercial dans le secteur automobile. La mise en service de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire, mais aussi de la ligne Sud-Europe-Atlantique il y a un an, a apporté une amélioration très importante à la desserte ferroviaire du sud-ouest et de l'ouest de la France. Mais comme vous le soulignez également, les nuisances sonores sont un sujet de préoccupation majeur et légitime pour les riverains. 300 habitations sont concernées sur la ligne Bretagne-Pays de Loire, 900 sur la ligne Sud-Europe-Atlantique et donc pour beaucoup de parlementaires sur ces bancs. Je peux vous assurer que le gouvernement est pleinement mobilisé. Oui, il existe une réglementation stricte. Oui, les gestionnaires d'infrastructures doivent la respecter et ils ont une obligation de résultat. Le premier enjeu, c'est donc de s'assurer de façon transparente du respect de cette réglementation. C'est le sens de la campagne de mesures acoustiques qui a été réalisée sur les 2 lignes à grande vitesse, avec près de 150 mesures sur la ligne Bretagne-Pays de Loire, de 300 mesures sur la ligne Sud-Europe-Atlantique. Et de fait, une seule mesure s'est avérée non conforme. À ma demande, des réunions publiques sont organisées dans chaque territoire pour partager les résultats de ces mesures en associant les élus et la population. Mais donc, et c'est bien le deuxième enjeu, cela montre que la réglementation doit être revue. Les règles actuelles ne traduisent pas le ressenti des populations avec une évaluation en bruit moyen qui ne traduit pas les pics qui gênent les riverains. La loi ferroviaire a prévu que le gouvernement remette un rapport dans les 5 mois suivant l'adoption de ce texte. C'est intéressant ce qu'elle dit, Elisabeth Borne. En gros, aujourd'hui, on mesure les nuisances sonores en bruit moyen. Or, ça ne traduit pas la réalité. La réalité, c'est que quand tu as un train qui passe, bah, évidemment, tu as un pic de bruit. Ou quand tu as un avion qui vole au-dessus de toi, tu as un pic de bruit. Si tu mesures le bruit moyen sur la journée, évidemment... La réglementation actuelle, ces propositions ayant effectivement vocation à être inscrites dans la future loi d'orientation des mobilités. Je vous remercie. Merci. Bon, donc le gouvernement remettra un rapport sur l'évolution de la réglementation. Je vais lui passer la parole. Je salue Yves Gégaud qui pose sa dernière question dans notre hémicycle, puisqu'il va quitter notre Assemblée d'ici le 15 juillet. Et je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités. Yves Gégaud, le député qui va quitter la vie politique. Il l'a annoncé, après 18 ans de vie politique, il quitte la vie politique. C'est donc sa dernière question au gouvernement. Yves Gégaud, avocat au barreau de Paris. 2 minutes pour résumer 16 ans de vie parlementaire, c'est un peu court. Je n'aurai au fond que 2 remarques. La première à vous, Monsieur le Premier ministre. Depuis le début de la Ve République, et vous êtes comme beaucoup d'entre nous un enfant de la Ve République, on a assisté à une hyper-présidentialisation du régime politique et à une perte de pouvoir progressif du Parlement. Vous allez prochainement, dans quelques minutes, présenter une réforme des institutions. Je voudrais vous interroger pour savoir ce qui, dans cette réforme, va rétablir l'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tant il est important que dans notre République, les pouvoirs soient équilibrés. C'est une bonne manière de poser la question, ça. Et puis ma deuxième réflexion, elle s'adresse peut-être aux Français qui nous écoutent, pour leur dire au fond que l'antiparlementarisme est un poison mortel qui fait petit à petit et peu à peu mourir les démocraties. Les Français ont raison d'être exigeants avec leurs élus, mais je veux témoigner depuis 16 ans que dans cet hémicycle, les élus, l'administration, les collaborateurs sont dévoués à la cause de l'intérêt général, qu'il y a ici des gens qui portent des convictions, qui essayent de changer un pays compliqué. Et au fond, je voudrais dire à nos compatriotes que critiquer les élus à outrance, c'est peut-être ne pas avoir le courage de faire sa propre autocritique quant à la responsabilité qui est la sienne vis-à-vis du pays. Alors, je vais changer de voie, je vais quitter la vie politique, renoncer sans doute à une forme de confort et peut-être de dimension sociale. Je continuerai des ciels que vous partagez. Et je voulais vous dire que c'est sens de l'intérêt. Il faudrait changer les prises XLR des micros. Chers collègues, votre temps n'était pas fini. Je ne sais pas pourquoi votre micro a été coupé. Je demande qu'on le rétablisse. Non, c'est un faux contact. Il n'a pas été coupé, son micro. Ah, c'est dommage. Pour sa dernière question, il y a un micro qui lâche. Décidément, c'est la fin de la session pour tout le monde. Je voulais simplement vous dire que ce sens de l'intérêt général que vous portez, j'essaierai de le porter sous d'autres formes,
parce que dans notre pays, l'intérêt général peut être porté sous des formes multiples, et j'essaierai de le faire dans le même esprit pour que vive la République et vive la France. Yves Jégo, donc, qui fait cette dernière question, standing ovation dans l'hémicycle pour saluer le parcours politique de cet ancien ministre qui donc va quitter la vie politique. Et il a posé donc une double question, une sur la réforme institutionnelle, qu'est-ce qui va garantir l'équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif. Et la deuxième, il a parlé à vous, il a parlé aux Français sur la question de l'antiparlementarisme. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son intervention sur l'antiparlementarisme? Et c'est le Premier ministre en personne qui va lui répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Jégo, permettez-moi, au nom du gouvernement bien entendu, mais aussi en mon nom propre, de m'associer aux applaudissements que vous venez de recevoir, de vous dire tout le plaisir que j'ai eu à siéger sur ces bancs avec vous, de vous dire également tout le respect qui vous est dû après une vie politique intense, consacrée au service d'une ville que vous connaissez comme nulle autre, où vous êtes investi, où j'ai eu l'occasion de voir lors de déplacements conjoints, le travail, l'intelligence, l'énergie que vous avez pu consacrer à une ville souvent présentée comme une ville non exempte de difficultés, pour le dire prudemment, et dans lequel vous avez magnifiquement réussi. Respect aussi pour votre carrière de parlementaire, bien entendu, respect aussi pour votre participation au gouvernement, respect au fond et estime pour tout ce que vous avez pu faire au service de votre pays. Il a dit qu'il allait quitter la politique pour aller rejoindre une start-up dans le développement durable. Je voudrais, puisque vous avez choisi de poser une question sur la vie institutionnelle, le rôle du Parlement et le rôle des élus, vous répondre en vous disant que, et peut-être est-ce une réponse de Normand, je suis à la fois en désaccord avec la première partie de votre question et en accord avec la deuxième partie de votre question. Il a été maire de Montereau, Faux, dans l'Yonne. La première partie de votre question, monsieur le député, et j'espère que nous aurons entre 95 et 2017. Dans notre enceinte peut-être, mais toujours avec plaisir. Je ne crois pas. La ville s'appelle Montereau-Fault-Yonne, mais c'est pas dans l'Yonne. Le Parlement. Ah d'accord, c'est Montereau-Fault-Yonne. D'accord, pardon. Ou que le Parlement de 2012, ou que le Parlement de 2008 ait eu moins de pouvoir que celui de 1958, ou celui de 1962, ou celui de 1965. Je ne le crois pas. Mais je reconnais que la question est une question qui est intellectuellement, juridiquement intéressante. Vous savez comme moi, monsieur le député, vous êtes un fin connaisseur de l'histoire de la Ve République, vous savez comme moi que lorsque la Ve République a été créée, elle a été créée avec une véritable défiance à l'égard du parlementarisme, non pas des élus, mais du parlementarisme. Vous le savez. Vous savez qu'elle a été créée avec des instruments. On parlait à l'époque du canon pointé, mesdames et messieurs les députés, sur le Parlement. C'est ça, l'origine de la Ve République. Je ne dis pas, monsieur le député, que c'était fondé, mais je dis que c'était l'origine, comme vous le savez, de la Ve République. Et je sais que depuis 1958, toute une série de révisions constitutionnelles ont permis, progressivement, difficilement parfois, de donner plus de densité au débat parlementaire, plus de droits à l'opposition. 1974, la capacité des de saisir le Conseil constitutionnel. Plus ouverte, plus simple à saisir le Conseil constitutionnel. La réforme de 2008, l'ensemble, au fond, des réformes constitutionnelles engagées après 1962, pour une raison simple, vous le savez, sans tomber dans l'analyse du droit constitutionnel, parce que dès lors que l'on ne peut plus modifier la Constitution que par l'article 89, on s'assure mécaniquement le fait que le Parlement soit entendu, et c'est bien naturel, au moment intellectuel, pardon de le dire, avec les prémices de votre première question. Pour le reste, nous engagerons dans quelques minutes le débat constitutionnel, et je sais que vous présiderez probablement une partie de ce débat, et vous pourrez évidemment constater l'intensité des débats dont je ne doute pas qu'ils vont marquer cette révision constitutionnelle. Deuxième élément, monsieur le député, puisque vous m'interrogez aussi sur ce mouvement réel, nuisible à tous les égards, de remise en cause, soit de la légitimité des élus, qu'ils soient d'ailleurs, monsieur le député, parlementaires ou élus locaux, et la contestation des mécanismes de représentation. Je voudrais m'associer à l'inquiétude que vous formulez et d'une certaine façon à l'appel aux responsabilités auxquelles vous nous invitez.
J'y suis extrêmement sensible, parce que je crois comme vous que la démocratie est un bien fragile, et qu'on ne peut pas à la fois se déclarer démocrate et passer par perte et profit tout ce qui fait la démocratie, c'est-à-dire le processus électoral, c'est-à-dire le processus représentatif, c'est-à-dire la capacité à s'écouter et à débattre alors même qu'on n'est pas d'accord sans hurler, c'est-à-dire tout ce qui est constitutif, monsieur le député, de la qualité d'une démocratie. Je le crois très profondément. Et les vents qui viennent sont mauvais, monsieur le député. Les vents qui viennent sont mauvais. Et on peut toujours, on peut toujours dire que les vents mauvais viennent de l'autre côté de l'hémicycle. J'ai trop entendu ce discours. Les vents mauvais ne viennent pas de l'autre côté de l'hémicycle, mesdames et messieurs les députés. Ils viennent de nos faiblesses, ils viennent de nos lâchetés, ils viennent de notre incapacité à obtenir des résultats. Et c'est ça que nous voulons avoir avec le gouvernement. Edouard Philippe qui n'a pas fait référence aux 2 millions d'euros qui ont été saisis sur les comptes du Front National. Où Marine Le Pen se présente du coup en défenseuse de la démocratie. En tout cas, c'était une belle réponse constitutionnelle du Premier ministre à Yves Gégaud. De l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur a connu un changement radical avec la mise en place, dans la précipitation, de Parcoursup. Alors que le but affiché était de supprimer le tirage au sort, force est de constater que vous avez aggravé la situation. Aujourd'hui, il y a encore 150 000 bacheliers qui n'ont pas de proposition favorable. Par ailleurs, les bacheliers et leurs familles s'étonnent des délais exceptionnellement courts pour valider un choix et l'absence totale de voies de recours effectives pour les candidats moins chanceux. Désormais, les bacheliers sont contraints de confirmer, dans un délai de 6 jours, les propositions d'admission. En s'abstenant de prévoir que le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée équivaut à une décision de refus immédiatement contestable, le texte prive en fait les lycéens de toute voie de recours avant le terme de cette procédure, c'est-à-dire le 5 septembre prochain, date qui coïncide en réalité avec la rentrée universitaire. Enfin, la plus grande opacité entoure le fonctionnement de Parcoursup. À rebours de la loi pour une République numérique, le gouvernement s'oppose à la communication des algorithmes locaux élaborés pour déterminer l'ordre des dossiers. Les candidats malheureux n'ont que des informations parcellaires sur les véritables motifs de refus. Sous couvert de protection du secret des délibérations, vous avez en réalité instauré un régime particulièrement dérogatoire au droit d'accès aux principaux algorithmes qui sont utilisés pour l'adoption de décisions pourtant individuelles et qui concernent nos bacheliers. Cette absence totale de transparence dans l'accès à l'enseignement supérieur est une véritable régression. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour rectifier le tir, mettre en place enfin une procédure équitable et surtout pour que les dizaines de milliers de bacheliers qui, en ce moment même, attendent encore, puissent enfin savoir où ils pourront étudier l'an prochain. Patrick Hetzel, il est recteur d'université, professeur de droit et de gestion à l'université, recteur de l'université de Limoges, et il pose donc une question qui concerne directement son secteur d'activité qu'il connaît bien, celui des universités et de l'orientation. On en est où de Parcoursup? Et c'est un député qui déteste, qui critique énormément Parcoursup. Et je ne peux que saluer la créativité dont vous faites preuve après bien d'autres. Cette créativité, nous l'avons vue ce week-end, où nous avons vu que pendant 2 jours, les réseaux sociaux flambaient sous une fausse nouvelle, celle d'une étudiante polynésienne qui aurait eu un refus de tous ses vœux à Paris. On a regardé, en réalité, elle avait eu 4 propositions parmi les meilleures classes préparatoires de France. Mais pendant 2 jours, on nous a insultés, on nous a vilipendés à partir de ce cas. Et c'est ainsi depuis 2 mois. On instrumentalise une angoisse qu'on provoque. Or, aujourd'hui, les résultats de Parcoursup sont en réalité bien meilleurs que ceux que nous avions l'année dernière pour APB. Je vous donne les chiffres. 676 929 inscrits à avoir reçu en moyenne 3 propositions. C'est plus de 90% des lycéens bacheliers généraux qui ont aujourd'hui une proposition. Si je regarde les bacheliers professionnels, sujet que j'ai regardé de très près, aujourd'hui, vous avez 103 175 bacheliers professionnels qui ont fait un vœu. 67% d'entre eux ont une proposition, dont 57% en BTS. C'était 46% l'année dernière avec APB. Donc les mesures prises sont sociales, les mesures prises sont favorables aux bacheliers et les mesures prises sont en réalité rassurantes parce que ce qui a primé dans la conception de Parcoursup, c'est justement la liberté des lycéens. S'agissant de l'algorithme, c'est un des aspects de votre question.
Pour la première fois, l'algorithme a été révélé. Avant, l'algorithme d'APB, on se le passait sur un bout de papier. Il a été donné avec 3 mois d'avance grâce à Frédéric Vidal et à Mounir Majoubi. Donc en réalité, si on prend chacun des points d'APB, il y a un progrès par rapport à l'année précédente. Il y a eu des créations de places dans l'enseignement supérieur par Frédéric Vidal. Pour ma part, j'ai créé 2000 places de BTS, 1700 places de classe passerelle pour les bacs pro. Nous ferons le point en septembre et vous verrez que toutes les oppositions qui ont été formulées n'étaient pas justifiées. On fera le point en septembre. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer qui défend Parcoursup en disant que c'est quand même largement mieux que APB à la même époque. Messieurs les ministres, mes chers collègues. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans quelques jours, malheureusement, la saison des feux de forêt va commencer. Le sapeur-pompier que je suis sait que le dérèglement climatique augmente sensiblement la surface des zones concernées. Les régions Provence, Alpes, Côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine connaissent des incendies de plus en plus importants. Chaque été, des colonnes de renfort de toute la France sont engagées pour venir en aide aux sapeurs-pompiers locaux. C'est toute la communauté de la sécurité civile qui est engagée au plus près des interventions. Et nous pouvons tous ici les saluer pour leur courage, leur professionnalisme et leur abnégation. Jean-Marie Fievet, il est sapeur-pompier lui-même. Et donc il pose une question sur les feux de forêt, évidemment ça va nous tenir en haleine tout l'été. C'est la première fois qu'il pose une question au gouvernement. Et il est membre du Conseil national de la sécurité civile. Par ailleurs, c'est un député qui est très actif pour promouvoir le tourisme cinématographique. Est engagé en renfort sur d'autres pays de l'Union européenne, au Portugal, en Espagne, en Grèce et bien d'autres. Le président de la République, lors de son allocution aux sapeurs-pompiers en octobre 2017, émettait le souhait de la constitution d'une force européenne de sécurité civile, tant terrestre qu'aérienne. Il a été suivi dans sa proposition par la Commission européenne en novembre. En tant qu'ancien soldat du feu, je ne peux qu'applaudir cette initiative. Cependant, cette mesure n'est toujours pas inscrite au calendrier du Parlement ni du Conseil de l'Europe. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, où en sont vos négociations avec nos partenaires afin d'aboutir au plus vite à cette force Très bonne question du député des Deux-Sèvres, Jean-Marie Fievet. Très bonne question parce qu'il prend une déclaration du président de la République il y a 10 mois. Il a dit « Je veux créer une force européenne d'intervention pompier ». Et il dit « Bah voilà, on est 10 mois plus tard, il n'y a pas de nouvelles. On en est où ?» Et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, doit lui répondre. Monsieur le député Fievet, vous venez de le rappeler. L'année dernière, nous avons connu l'une des pires années pour ce qui concerne les feux de forêt. En France, bien évidemment, où 20 000 hectares de végétation ont été détruits, mais dans tous les pays du bassin méditerranéen. Je rappelle que, par exemple, au Portugal, c'est 587 000 hectares qui ont été détruits. C'est hélas 60 victimes que le Portugal a comptées. Le président de la République, après cet épisode, avait proposé à la Commission européenne la création d'une force européenne de protection civile. Aujourd'hui, le président de la Commission a répondu aux propositions faites par le président français et donc a été engagé en novembre dernier une réforme d'ampleur du mécanisme européen qui prévoit notamment la création d'une réserve européenne de moyens pour répondre aux crises baptisées Rescue. Cette création vise à rendre plus performant notre système d'assistance mutuelle, dont les capacités de réponse ont pu être mises à mal l'été dernier par l'intensité des feux de forêt en Europe méridionale. Elle permettra de franchir une nouvelle étape dans la solidarité européenne au service des habitants de nos différents pays. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin, avancer dans la coopération européenne pour créer une véritable flotte mutualisée. Et donc, c'est sur ce point que nous sommes aujourd'hui, avec la Commission européenne, en train d'avancer. Bon, donc il y a bien la création d'une task force européenne pour que les pays puissent s'aider les uns les autres en fonction des urgences. Pierre Dharréville. Monsieur le Premier ministre, le présidentialisme étend tout le plus qu'il peut son ombre sur la République
Et ce n'est pas l'idée que nous nous faisons d'une République démocratique. Hier, nous avons pu entendre le président défendre obstinément votre action et vous détailler la feuille de route. Et ce n'est pas l'idée que l'on peut se faire d'une République sociale. Depuis un an, vous avez produit de nombreux dégâts dans la vie quotidienne des salariés, des retraités, des privés d'emploi, des jeunes. Votre République, c'est la République des premiers de cordée, des inégalités, d'une aristocratie à laquelle le système reconnaît du mérite. C'est tellement peu la République au fond. Il n'y aura pas de gâteau pour tout le monde, nous dit-on, pendant que quelques-uns s'en mettent plein la serviette. Cette vieille histoire de gâteau que l'on ne pourrait pas partager manque de respect à celles et ceux dont le travail crée la richesse. Vous essayez de vendre votre politique en vous payant de mots contraires, de mots déguisés. Expliquez-nous comment allez-vous améliorer le maillage des services publics en mettant à genoux les communes, en réduisant toujours plus les moyens de l'État, en supprimant massivement à Bercy et aux douanes des effectifs qui rapportent plus qu'ils ne coûtent? Comment allez-vous répondre à la crise de l'hôpital public ou à la perte d'autonomie quand vous consacrerez 40 milliards d'euros aux grandes entreprises en 2019 via le CICE et les allègements de cotisations sociales patronales? Comment allez-vous lutter contre les inégalités en défendant joyeusement le capitalisme, en sapant les fondements de la Sécu, en attaquant les aides sociales, en privatisant des services publics, en appliquant les recettes libérales qui donnent le pouvoir au marché et consacrent l'impuissance publique? Pierre Dharréville, le député communiste qui est journaliste et écrivain, il a été rédacteur dans plusieurs journaux, notamment dans l'Humanité. Il a été la plume de Marie-Georges Buffet au Parti communiste et il est rapporteur d'une proposition de résolution sur les maladies professionnelles. C'est Benjamin Griveaux qui va lui répondre sur cette question très générale sur le Congrès. Monsieur le député Dharréville, vos propos sont à ce point excessifs qu'ils appellent de ma part une réponse très mesurée. Très mesurée. Notre modèle social, auquel vous êtes évidemment et auquel chacun sur ces bancs est très attaché, a été imaginé après le second conflit mondial, dans une France qui était en reconstruction, dans une France où le chômage était à des chiffres historiquement bas, sans doute que nous n'atteindrons plus jamais, dans une France où il fallait bâtir un nouveau système de protection sociale et où on a imaginé un État-providence. Merci beaucoup, Spidosaurus. Pour réparer les inégalités qui étaient générées par le marché. Et ce modèle social a fonctionné pendant les 30 Glorieuses. Il nous a permis d'avoir des protections qui ont permis à nos concitoyens et à avoir une élévation du niveau moyen de vie de nos concitoyens. Mais force est de constater, et vous faites ce constat avec nous, que depuis 20 ans, ce modèle social est à l'arrêt, qu'il n'empêche pas les inégalités de départ de se reproduire, que notre système éducatif génère chaque année 20% d'enfants qu'on sacrifie. Et le modèle que nous proposons est un modèle qui justement ne s'attaque pas aux inégalités une fois qu'elles sont dans la vie de nos concitoyens, mais qui se propose de les attaquer à la racine, d'empêcher que les inégalités se créent, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que des inégalités qui sont une fois créées. Benjamin Griveaux qui donc reprend l'argumentaire qui a été développé hier longuement par Emmanuel Macron, à savoir que la sécurité sociale a bien fonctionné pendant longtemps, mais que la sécurité sociale n'empêche pas aujourd'hui les inégalités de se créer. Et donc Benjamin Griveaux qui défend la ligne du gouvernement sur la création d'un État-providence du XXIe siècle, comme l'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire un État qui essaye de permettre aux personnes de sortir de leurs conditions et donc de garantir la liberté des chances. D'une classe d'âge, et ça c'est une fierté, et c'est une politique sociale moderne, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Avant de passer la parole à monsieur Didier Martin, comme beaucoup de collègues me l'ont demandé, je tiens à informer notre Assemblée que notre séance de l'après-midi sera suspendue à 19h45 et que notre séance du soir ne reprendra qu'à 21h45. Pour des raisons que chacun comprendra. Le football, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde, les députés vont pouvoir aller regarder le match à la buvette. La parole est à monsieur Didier Martin. Comme toutes les entreprises de France, j'ai envie de dire, ils vont suspendre leurs travaux. Ma question s'adresse à monsieur Jean-Baptiste, c'est normal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le secrétaire d'État, lors du comité interministériel consacré au tourisme au mois de janvier 2018, monsieur le Premier ministre indiquait sa volonté de renforcer les moyens de l'État consacrés au développement du tourisme français en métropole et en outre-mer. Il soulignait alors le rôle essentiel de l'Agence de développement touristique, opérateur unique de l'État,
Atout France dans sa fonction d'ingénierie des projets privés et publics et de promotion des filières et de nos territoires. Les moyens d'Atout France doivent être renforcés pour porter de 88 à 100 millions le nombre de nos visiteurs, pour augmenter... Objectif 100 millions de touristes par an, la France est déjà le pays le plus visité du monde et l'agence Atout France qui s'occupe de développer le tourisme doit encore aller de l'avant d'après Didier Martin, le médecin neurocardiologue. Monsieur le secrétaire d'État, 50 milliards à 100 millions le nombre de nos visiteurs pour augmenter de 40 à 50 milliards le chiffre d'affaires du tourisme français et pour créer 300 000 nouveaux emplois à l'horizon 2020. Le budget d'Atout France a augmenté de 15 millions d'euros en 2018 et devrait continuer d'augmenter en 2019. L'objectif à atteindre est celui de 1 euro de promotion par touriste accueilli en 2022. Je rappelle que chaque euro dépensé en promotion génère environ 7 euros de retombées économiques sur nos territoires. Et ça c'est un argument intéressant de la part de Didier Martin. C'est pas une dépense perdue que d'investir dans Atout France, puisque pour chaque euro qu'on investit, on en gagne 7 en retombées. Vous viendrez le jeudi 12 juillet au tourisme pour montrer votre attachement à un département de l'intérieur qui porte haut les atouts touristiques. Et Didier Martin, par le passé, il a été administrateur d'Atout France. Il est conseiller municipal de Dijon, en Côte d'Or. Quelles sont vos priorités pour garantir l'efficacité de l'action d'Atout France, afin d'en faire, comme l'indiquait Monsieur le Premier ministre, notre maison commune du tourisme et pour lui permettre de mutualiser encore davantage les moyens et les actions en faveur du tourisme français. Je vous remercie. Bon, je suis désolé, il y a un décalage entre le son et l'image, on va essayer de réparer ça. Toutes nos équipes techniques sont mobilisées. Alors en termes de promotion, au moment où la... Mutualiser, encore mutualiser. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe. Et c'est Jean-Baptiste Lemoyne donc qui va répondre sur le développement du tourisme et plus spécifiquement d'Atout France. On l'écoute. Monsieur le député Didier Martin, c'est vrai, le tourisme, vous l'avez dit, il irrigue nos territoires, il représente plus de 7% du PIB. Et au moment où la saison estivale commence à battre son plein, je veux tirer un grand coup de chapeau à celles et ceux qui permettent l'accueil des nombreux estivants, qu'ils soient français ou internationaux. Les maîtres nageurs sauveteurs à Messanges, les hôteliers à Biarritz, l'hôtellerie de plein air aux Ormes. Toutes celles et ceux qui se mettent en cadre pour faire en sorte que notre patrimoine, nos paysages soient effectivement le mieux valorisés et surtout que le service soit là avec le sourire. Alors, c'est vrai, Atout France est vraiment un outil qui est en plein dynamisme, qui a des moyens confortés pour pouvoir répondre à cette concurrence exacerbée que nous connaissons de la part de nombreuses destinations, notamment des destinations voisines comme l'Espagne. Alors en termes de promotion internationale, l'État a rajouté 4,5 millions d'euros qui ont généré également des partenariats privés et publics avec les collectivités locales de l'ordre de 12 millions d'euros. Voilà un beau partenariat public-privé pour faire en sorte que la marque France soit toujours plus visible. En matière d'ingénierie, nous avons besoin naturellement d'accompagner les territoires pour structurer, pour faire émerger de beaux projets en termes d'accueil, d'infrastructures. 13 communes du littoral et de montagne sont accompagnées en termes d'ingénierie par Atout France et ce n'est que le début d'un processus. Et puis également en matière de filières, il y a un besoin d'accompagner les filières comme le no-tourisme, comme le cyclotourisme, comme le tourisme fluvial. Et de ce point de vue-là, nous sommes également au rendez-vous des investissements. 1,5 million d'euros vont être dégagés pour, par exemple... Mais non, on s'ennuie pas. C'est intéressant ce que dit Jean-Baptiste Lemoyne sur tout ce qui est mis en place pour booster le tourisme. C'est hyper important l'industrie touristique en France, ça fait vivre énormément de monde. Encore, Hervé Novelli est en train, nous l'avons missionné pour rédiger un nouveau plan stratégique pour cette filière. Nous sommes tout entiers mobilisés, c'est une politique partenariale qui doit unir les territoires et l'État. Monsieur le ministre. Et effectivement, partenariat public-privé, notamment parce que le tourisme, c'est surtout des acteurs privés qui s'occupent du tourisme. Laurence Dumont, la députée socialiste. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, nul besoin de rappeler ici la mesure injuste votée par votre majorité prévoyant l'augmentation de la CSG. Tout le monde s'en souvient malheureusement. Les retraités, notamment les plus modestes, en subissent les conséquences quotidiennement, d'autant que le montant des pensions a lui été gelé. Pour les salariés, aujourd'hui, 10 juillet 2018, certains n'ont toujours pas vu la compensation promise et n'en connaissent toujours pas les modalités. Il s'agit des salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que par exemple les chambres consulaires. Plusieurs d'entre elles ont vu leurs salariés manifester leur mécontentement. Comment pourrait-il en être autrement ? Ici même, dans cette maison aussi, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, eux, n'ont eu droit à aucune compensation.
Monsieur le ministre, autant votre gouvernement a été prompt à penser et à mettre en œuvre toutes les ristournes et avantages aux plus riches, aux rentiers, autant ce même gouvernement peine à trouver les moyens de compenser les pertes de salaire de ses salariés. On voit où sont vos priorités. Sans doute comptez-vous sur ce fameux effet de ruissellement, laissant à croire que parce que les plus riches s'enrichiraient encore et toujours plus, cela finirait par améliorer la situation des autres. La réalité est tout autre. Les plus aisés, les plus riches le sont toujours plus et les inégalités s'accroissent. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand les salariés du secteur parapublic percevront-ils la compensation promise de l'augmentation de la CSG? Et pouvez-vous assurer que cette compensation sera bien évidemment rétroactive? Laurence Dumont qui pose une question sur la mise en place de l'augmentation de la CSG. Laurence Dumont, elle est vice-présidente de l'Association nationale. Elle travaille notamment sur les questions des affaires étrangères et notamment sur la question sur les pays d'Afrique et les enfants en Afrique. J'avoue que votre question me laisse un peu perplexe puisque dans les débats parlementaires de l'année dernière, nous avons beaucoup travaillé cette question, y compris avec des membres de votre groupe. Donc je me permettrai de peut-être reprendre l'explication du gouvernement. Lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, nous avons choisi, et je constate que votre question ne porte pas sur ces interrogations nombreuses qu'avec Olivier Dussopt nous avons portées ici même, qu'il s'agit d'une compensation. Et on a même pu constater que lorsqu'on regarde l'évolution du pouvoir d'achat de nos concitoyens de la fonction publique, elle est en légère augmentation, elle sera même en augmentation plus importante à partir du moment où PPCR entre en application, c'est-à-dire cette année. Une augmentation de pouvoir d'achat que vous aviez décidé, mais que nous avons dû financer à 80%, 11 milliards, excusez-nous du peu. Le deuxième point, il s'agit des salariés du privé. Là, chacun a pu constater une légère augmentation de pouvoir d'achat par la suppression de cotisations, beaucoup plus importante au mois d'octobre. Cela a été décidé en 2 fois, plus la suppression de la taxe d'habitation. Dans le cadre de votre département, Madame la députée, 85% des contribuables du Calvados ne paieront plus la taxe d'habitation. J'imagine que vous ferez sans doute à ce moment-là des déclarations pour dire que vous y êtes opposé. Et puis, en ce qui concerne ce que vous appelez le... Gérald Darmanin qui rappelle que la hausse de la CSG est compensée entre guillemets par une baisse de la taxe d'habitation pour 80% des gens qui la payent. Ou des établissements publics culturels qui dépendent des ministères de l'Éducation nationale, de la Recherche ou de la Culture. Mais c'est le cas par exemple des assemblées parlementaires, c'est le cas aussi d'autres institutions comme la SNCF. Il a toujours été clairement dit, notamment dans le rapport que l'État a avec ces organismes, que c'est effectivement à ces entreprises publiques ou à ces opérateurs, quand on prend l'exemple des universités, ils ont leur autonomie depuis les Paul Pécresse, de gérer leur masse salariale. Mais vous savez, Madame la députée, si on regarde les choses un an après, qu'est-ce qui se passe entre le moment où nous sommes en responsabilité, où vous l'êtes? C'est une différence de taux de croissance assez importante, c'est 300 000 chômeurs de moins, et je crois que c'est un déficit qui, au moins, a été au rendez-vous des comptes publics, et ces 2 milliards de dotations en moins collectivité, peut-être que vous pourriez comparer ce qui est comparable. Merci. Gérald Darmanin qui fait un parallèle entre le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et le début du quinquennat de François Hollande. J'ai reçu du Conseil constitutionnel communication d'une décision en date du 6 juillet 2018 déclarant M. Thierry Robert démissionnaire d'office de son mandat de député. Acte a été pris de cette communication au journal officiel du 7 juillet 2018. La séance est suspendue. Thierry Robert, député de La Réunion, si je ne dis pas de bêtises, absolument, dont le mandat a été invalidé par, dont l'élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel. C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous avez entendu des bonnes questions et des bonnes réponses. 2 remarques sur la baisse de la taxe d'habitation. 1, ça marche pour ceux qui remplacent la taxe sur la fortune. Je comprends pas ta question. Les petits portefeuilles ne sont pas propriétaires. Mais la taxe d'habitation, elle n'est pas payée par les propriétaires, elle est payée par les gens qui habitent, comme son nom l'indique. Ce n'est pas la taxe foncière. Tu confonds avec la taxe foncière. Vive le modem qui l'a défendu toutes ces années. Thierry Robert? Ah, je savais pas. Merci pour le stream, mais de rien, et Orle. Merci à vous. J'en profite pour remercier très chaleureusement Amy, Kylian, Adrien et plus généralement l'ensemble des bénévoles d'Acropolis qui ont préparé toutes ces séances de questions d'actualité au gouvernement au cours de la saison. Ça a été une saison particulièrement riche, particulièrement éprouvante. Merci à toutes et à tous. C'est la dernière donc émission de cette saison pour les questions d'actualité au gouvernement. On reprendra à la rentrée en septembre prochain. Et voilà, c'était quoi les questions du premier quart d'heure? Je suis arrivé à la bourre. Écoute, t'as raté essentiellement des questions sur le congrès d'hier. Je regarde un peu. Il y avait une question sur la fermeture d'une ligne TGV entre Nancy et Lyon.
posée par un député de Nancy. Erika Barreit qui a parlé des personnes handicapées et du calcul de la prime d'activité pour les personnes qui ont des pensions d'invalidité. Naïma Mouchou, la députée En Marche, elle a parlé du Congrès en disant que c'était formidable, que c'était génial et que Macron a été génial. Donc voilà. C'est quand le prochain live? Le prochain live, il est jeudi. Jeudi. 14h30, Party Time avec Adrien. Évidemment. Et Party Time avec Adrien. Le retour de Dorian. Et le retour de Dorian, formidable. Et un invité Europe Écologie Les Verts. Je vous rappelle qu'on fait un apéro à Paris mercredi de la semaine prochaine, donc venez, on sera le 18 et ça se passera dans un bar qui s'appelle le 49.3 à côté de Voltaire. Donc si vous êtes en Ile-de-France, si vous êtes à Paris, venez, même si vous ne connaissez personne, à côté de Charonne, ouais. Même si vous ne connaissez personne, même si vous avez la trouille, etc. Venez, ça va être sympa, on va se rencontrer, on va discuter, on va boire des coups, ce sera l'occasion de fêter la fin de la saison. Et je rappelle aussi qu'on cherche des bras pour nous aider à déménager lundi prochain. Et tout ça se retrouve sur le Discord d'Acropolis. Et ça se passe en Ile-de-France. Merci à toi Acropolis et bonnes vacances bien méritées. On se retrouve pour l'événement autour de l'éducation comme l'an dernier. J'ai oublié le nom. Non, on ne se retrouvera pas en direct de Ludovia, pas cette année. Est-ce qu'il y a moyen de caser beaucoup de monde dans ce bar? Ouais, t'inquiète. Donc voilà. Où ça l'apéro? L'apéro c'est dans un bar qui s'appelle le 49.3. C'est le seul bar à Paris qui s'appelle comme ça et c'est à côté de Charonne, du métro Charonne. Mais venez, il y a un événement Facebook. Venez sur l'événement Facebook. Est-ce que vous prenez une commission sur les consommations? Bien sûr que non. Pourquoi on prend une commission sur les consommations? On fait pas dans le débit de boisson, nous. Nous, on fait dans l'amour et dans l'amitié. C'est ça qui compte. Et dans la franche camaraderie. Et dans la franche camaraderie. Ce nom de bar. Ah bah attends, on l'a pas choisi au hasard non plus. Au-delà du fait qu'il est vachement bien. Postez l'événement Facebook sur le chat. Tiens, t'as peut-être raison, Malimalo. C'est malin ça. Alors, si je vais sur ce book, est-ce que je suis connecté sur le bon compte? Oui. Hop, Acropolis, tac. Tu vas sur la page d'Acropolis, tu vas dans événements. Et il est là. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur je participe. Et on va boire des coups. Et ça va être sympa. On va bien rigoler. C'est dommage de ne pas être sur Paris, vous défavorisez les petits territoires, c'est honteux. Bah, c'est toi qui as écrit que c'était dommage de ne pas être sur Paris. Moi, j'ai jamais dit que c'était dommage de ne pas être sur Paris, hein. C'est toi qui le dis. Et en plus, on fait des apéropolis ailleurs. Je viens juste de vous découvrir il y a peu et je pars en licence éco et vos lives m'apprennent beaucoup, merci. Ah bah c'est cool, Dark et Easy. Ça fait plaisir. Merci. Bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner. J'en profite pour rappeler, en parlant d'économie, que le prochain live Easy Economy Stupide aura lieu jeudi. Tout à fait. À 19h. Tout à fait. Non, notamment parce qu'il y a match ce soir, mais pas seulement. Aussi parce que l'invité n'était pas disponible ce soir. Jean. Ce sera moi l'invité de Easy Economy Stupide jeudi. Bon, est-ce que vous avez des questions? Il y a du gaming sur cette chaîne, moi j'aime le gaming. Bah viens jeudi soir à 21h dans la libre antenne, il y aura du gaming. Et viens prendre la parole. Chartreuse, qu'est-ce qu'elle raconte Yuki? C'est bon, Nibel prend déjà la parole tous les lundis matins, ça suffit. Hein. Il y a Fanny aussi, qui propose de faire un apéro à la Chartreuse. C'est aussi grâce à vous que je rentre en master géopolitique. L'année prochaine, je prends mon abonnement. Hey, c'est nice ça persifleur. C'est cool, bah GG à toi. Le 18, je suis pas sur Paris, dégoûté, ce n'est que partie remise. Ah merde. Déçu, pas de véritable réponse au sujet des bacheliers sans inscription, pas de réponse sur les soucis écolos. Ah si, bah il y a eu des réponses sur la biodiversité, avec les 3 priorités qui ont été rappelées par le ministre Nicolas Hulot. Et sur les bacheliers, bah, la réponse de Jean-Michel Blanquer, c'était on verra à la rentrée. Bravo pour les 300 000 vues. Ouais, on a passé 300 000 vues, ça c'est cool. Et on a atteint les 100 points qui nous permettent normalement de débloquer une nouvelle emote. Je pense que c'est pas mal si vous étiez interviewé par Thinkerview. Mais ce serait gentil de ta part, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Merci, merci. Tout ce que je peux te dire, c'est merci. La réponse sur les bacheliers, ouais, bah c'était mieux l'an dernier. Hein. Bah, c'est mieux que l'an dernier. C'est mieux que l'an dernier, ouais. Et on fera le bilan en septembre. Des questions, ouais, mais elle est hors sujet. Comment on fait pour obtenir le rectorat de Créteil au téléphone? Je crois qu'il faut les appeler. Je sais plus comment ça marche cette techno, mais en gros, je crois qu'il faut composer un numéro.
Je trouve qu'ils sont beaucoup trop les chiens de garde sur la critique des institutions du Parlement. Tu trouves? Bah, moi je t'invite à regarder cet après-midi là, les débats sur la réforme institutionnelle, parce qu'à mon avis ils vont beaucoup en parler. Ah non, les appeler ça suffit pas, leur seul truc que j'ai c'est bip bip bip. Ah merde, bah change de numéro, c'est d'en appeler un autre. Bon, et bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. En tout cas, on va faire un raid quand même. On va pas se quitter comme ça. Attends, on va raid. Qui c'est qu'on va raid? De l'idéal, quelqu'un qui n'est pas en sub only. Qui c'est qui stream? Ah ouais, hier on a raid Sardoche alors qu'il est en sub, il est en sub mode. Le stream? Non. Peut-être pas. Tiens, on va raid Magla. C'est important de raid des femmes parce qu'on a besoin de streameuses. C'est comme ça, Magla. Hop. Tac. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. Je vous fais des bisous. On se retrouve de jeudi en direct sur Acropolis. Des bisous. Ciao, ciao.